Voilà. Donc nous allons débuter cette conférence autour de la justice transitionnelle. Une petite anecdote. Ce début de semaine, j'organisais un entraînement avec les étudiants admissibles au concours de l'École nationale de la magistrature. Et j'ai été amené à évoquer le sujet de la justice transitionnelle avec une étudiante qui avait eu la chance de faire un stage dans une instance juridique judiciaire internationale. J'espère qu'elle me pardonnera si elle est là, cette petite allusion. Ah non, elle n'est pas là puisqu'elle est en train de passer ses 2 euros d'admission. Donc elle n'est certainement pas là, elle est à Bordeaux. Donc je l'interrogeais parce que j'avais découvert que sur son curriculum vitae, il était indiqué stagiaire pendant 4 mois à La Haye, au tribunal pénal international de La Haye. Et je lui ai demandé, mais vous nous avez raconté comment s'est passé votre stage, tous les dossiers que vous avez constitués, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la justice transitionnelle ? Je suis navré, je ne peux pas vous parler de la justice transitionnelle parce que je ne sais pas ce que c'est. Depuis quelques jours, donc j'ai mené enquête auprès de certains des étudiants, dont certains sont ici présents, pour les interroger un petit peu sur ce qu'ils comprenaient de la justice transitionnelle. Et je me suis aperçu que c'était un sujet qui était très peu connu, voire inconnu de beaucoup d'étudiants. Lorsque j'ai ouvert le livre absolument passionnant de Cora Andrieux, qui s'intitule « La justice transitionnelle » et qui est aujourd'hui en vente après cette conférence, j'ai découvert que la justice transitionnelle était un phénomène absolument essentiel au fonctionnement de notre société mondialisée et qu'il y avait de très nombreuses occasions réelles où le concept de justice transitionnelle devenait opérationnel. Au Rwanda, en Afrique du Sud, en Allemagne de l'Est, dans les pays africains de façon plus générale, en Amérique du Sud, autant d'occasions où la justice transitionnelle a l'occasion de se manifester. Et donc, ce début de semaine, j'ai vraiment eu confirmation qu'il y avait là un décalage absolument phénoménal entre, d'un côté, l'importance du phénomène de la justice transitionnelle et, de l'autre, une méconnaissance de ce phénomène par les étudiants en droit et particulièrement ceux qui se préparent aux différents concours et examens dans le cadre de l'activité de l'Institut d'études judiciaires. Et donc nous avons aujourd'hui vraiment une chance absolument exceptionnelle que d'accueillir Cora Andrieux, qui a écrit un monument intellectuel, 650 pages sur la justice transitionnelle, absolument passionnante, et qui révèle au lecteur l'importance d'un certain nombre de concepts qui, pour nous, juristes, sont peu, mal connus, voire inconnus. Alors, Cora Andrieux a écrit son livre dans le prolongement de sa thèse de doctorat, puisqu'elle est docteure en philosophie, mais en réalité, on s'aperçoit à la lecture de son texte qu'elle est à la fois philosophe, politologue, sociologue, ethnologue, historienne. Les qualificatifs divers peuvent être empruntés de ci, de là, suivant les développements réalisés. Alors aujourd'hui, elle occupe une place absolument extraordinaire aussi, place d'observation et place de travail, puisque pour approfondir et faire vivre la notion de justice transitionnelle, puisqu'elle est en poste à Tunis, où elle travaille pour le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et à ce poste-là, elle vous expliquera un peu plus, une de ses charges, c'est effectivement de se mettre au service de la société tunisienne et de l'État tunisien
pour permettre ce passage entre l'état de tyrannie dans lequel vivait la Tunisie il y a encore quelques années et peut-être l'état démocratique à naître ou en train de naître, on ne sait pas trop, en Tunisie. Voilà. C'est donc un moment précieux que nous avons aujourd'hui, que nous allons vivre ensemble. Je remercie bien évidemment très chaleureusement Cora Andrieux, puisqu'elle a accepté de se déplacer depuis Tunis pour venir à Strasbourg pour tenir cette conférence. C'est donc un voyage exceptionnel qu'elle a entrepris de réaliser, même si elle est retournée en France, et que j'imagine que faire un passage en France, ce n'est pas forcément désagréable, mais se déplacer alors qu'elle vit dans la tourmente, puisqu'elle aura peut-être l'occasion d'en parler pour vous, vivre aujourd'hui à Tunis quand on est au cœur de questions aussi importantes que celles de la justice, eh bien, ce n'est certainement pas de tout repos. Merci encore, Cora, d'être venue jusqu'à nous, sous les frimas et la température, bon, si la température ça va, mais la grisaille strasbourgeoise, alors que j'imagine à Tunis, il fait grand soleil et qu'on a encore l'impression d'être en été, même si l'avenir est un peu sombre. Merci beaucoup de cette invitation et de cette présentation. Bonjour à tous, bonsoir. Je suis très contente d'être là déjà pour retrouver un petit peu mon rôle d'enseignant, un petit peu, que j'ai perdu comme vous a dit Quentin. Donc je suis passée du milieu académique, puisque j'étais chargée de cours à Sciences Po et à la Sorbonne, à la pratique. Et donc vraiment de la théorie dans mon ouvrage et ma thèse à la mise en application dans un terrain qui est assez compliqué, comme vous l'avez dit, qui est issu de la Tunisie, qui m'a beaucoup appris sur ce que c'est que la justice transitionnelle aussi, ce passage à la pratique. On en reparlera peut-être tout à l'heure, ça m'a remis beaucoup de choses en question également. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous expliquer quel est ce concept et cette pratique, parce que ce n'est pas qu'une théorie, encore une fois, puisque, comme l'a dit monsieur Urban, vous avez en France, je pense, il y a un grand déficit de connaissances sur cette question, alors qu'en Angleterre et dans le monde anglo-saxon en général, ce qu'on appelle transitional justice, c'est quelque chose qui est complètement développé. On peut même faire des masters de transitional justice dans certaines universités. Il y a des revues académiques qui sont consacrées à ce sujet. C'est vraiment une discipline à part entière. Et au sein de l'ONU, de la pratique de l'ONU, la justice transitionnelle, maintenant, c'est un volet immanquable dans toutes les opérations de maintien de la paix ou dans toutes les opérations de soutien politique. Il y a toujours un volet justice transitionnelle. Il y en a eu un en Libye. Hier, la Libye a voté sa loi de justice transitionnelle dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU. En Afghanistan, c'est sur la voie, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose, on reviendra dessus, qui est omniprésent. Et bizarrement, en France, ça passe pas. Alors, je me suis beaucoup interrogée pourquoi. Peut-être que le terme, c'est vrai que c'est très moche, la traduction, ça ne veut pas dire grand-chose, justice transitionnelle. J'ai réfléchi à d'autres termes, justice de transition, justice pour les transitions, mais c'était pas non plus, ça reflétait pas non plus ce que c'était. Si vous avez des idées à la fin de la conférence, peut-être vous pouvez me suggérer, je serais contente. Mais c'est vrai que c'est pas idéal comme terme. Pour commencer, je vais prendre un exemple vraiment concret. On va partir de là où je suis en ce moment, donc la Tunisie, pour vous expliquer un petit peu le type de questionnement auquel on essaie de répondre dans le cadre de la justice transitionnelle. Imaginez-vous le 14 janvier 2011, avenue Bourguiba à Tunis. Ben Ali fuit, ou pas, apparemment c'était plus une sorte de coup d'État militaire, mais en tout cas le président part. Le pays commence son long processus qui n'est toujours pas fini, de transition. Les questions qui vont se poser, entre autres, parmi toutes les autres, ça va être par exemple, qu'est-ce qu'on fait de tous les représentants de l'ancien régime ? Qu'est-ce qu'on fait de tous les membres du parti, le RCD, qui était le parti de Ben Ali, qui était un peu un équivalent, si vous voulez, de la Stasi en Amérique de l'Est, pour représenter un petit peu ce type de parti qui était omniprésent. 2 millions d'adhérents quand même pour une population de 10 millions, c'est beaucoup. 2 millions de personnes donc, qui étaient membres de ce parti, une police complètement corrompue, 150 000 policiers, c'est énorme pour une population de 10 millions aussi, qui étaient tous aussi impliqués dans des exactions, que ce soit torture, viol, disparition forcée, etc. Qu'est-ce qu'on fait donc de tous ces gens ? Comment est-ce qu'on peut établir la vérité sur ce qui s'est passé ? Déjà pendant la Révolution, vous savez qu'il y a eu 400 morts, plus de 2500 blessés. Comment savoir qui a tiré, qui a donné les ordres, etc. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les victimes du régime ?
Alors que ce soit les blessés de la Révolution, les gens sur qui on a tiré pendant les manifestations, ou aussi toutes les victimes de Ben Ali et de Bourguiba, notamment les islamistes ou les dissidents de gauche qui étaient persécutés, torturés, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître leur vécu ? Quelle forme de réparation on peut leur donner aussi ? Comment finalement est-ce qu'on peut écrire l'histoire du pays ? Puisque pendant plus de 50 ans, la Tunisie a vécu sous une forme de régime autoritaire où l'histoire était enseignée d'une manière différente. On ne révélait pas la vérité sur ce qui s'était totalement passé, par exemple, dans la lutte pour l'indépendance, etc. Comment est-ce qu'on réécrit l'histoire ? Toutes ces questions, donc, c'est des questions, vous voyez, qui sont très réelles, très concrètes. La justice transitionnelle, c'est en gros ce qui essaye d'y répondre. Et la Tunisie l'a vite compris, puisqu'elle a mis en place, on y reviendra peut-être, tout un processus avec un ministère de la justice transitionnelle même, c'est la première fois que c'est créé, pour répondre donc à ces questions et principalement donc promouvoir la justice donc en période de transition. Donc la justice transitionnelle, maintenant on en vient donc à la définition. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous la définir de manière générale. Ensuite, présenter rapidement la problématique de mon ouvrage, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est une problématique de philo. Et je ne pense pas que c'est ça qui va vous intéresser directement le plus. Si vous êtes intéressé, que vous voulez aller plus dans le fond, je vous encourage évidemment, je ne vais pas à lire le livre. Mais je vais quand même rester de manière plus générale puisque vous partez apparemment du début sur cette question. Donc après, on s'attardera sur les 4 mécanismes de la justice transitionnelle. J'essaierai à chaque fois de vous présenter qu'est-ce que c'est, quels sont les enjeux. Et puis pour finir, on aura, j'espère, une discussion plus générale. Donc la justice transitionnelle, en gros, c'est un petit peu le pont entre les théories des droits de l'homme et les théories de la paix et de la démocratie. L'idée, c'est qu'en promouvant certains droits, qui sont tous articulés en gros autour du droit des victimes, en promouvant donc certains droits, on va renforcer le processus de démocratisation et de pacification. Je dis les deux parce qu'il y a 2 types de transitions. Il y a les transitions post-conflit. Pensez par exemple à ce qui va se passer en Syrie, si un jour ça finit. Pensez à ce qui est en train de se passer en Libye, où c'était une guerre civile aussi. Et il y a les transitions post-dictature, disons, ou post-autoritarisme, comme la Tunisie, mais comme aussi l'Europe de l'Est, la Pologne, ou comme les pays d'Amérique latine, l'Argentine, le Chili, etc. Donc c'est 2 grandes différences. Mais l'idée donc, c'est que en promouvant certains droits des victimes et en établissant la vérité sur le passé, on va pouvoir favoriser le changement social de ces sociétés. On va pouvoir donc renforcer la transition démocratique et la pacification. C'est un petit peu, si vous voulez, de la psychologie individuelle qu'on transpose aux nations. Vous avez peut-être déjà entendu ça, on vous a dit oui, si tu vas pas voir un psychologue, si tu fais pas vraiment le bilan sur ton passé, et si tu n'es pas vraiment en paix avec ce qui s'est passé dans ton enfance, alors tu ne pourras jamais être un adulte fort et stable, etc. C'est un peu la psychologie de comptoir. Il faut être en paix avec son passé pour avancer vers l'avenir. En gros, on transpose ça à des nations, dans le cadre de la justice transitionnelle. L'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de silence sur les violations passées. Il faut que la société confronte vraiment de face cet héritage de violations, de crimes, de guerres, de génocides, etc., qu'elle les confronte, qu'elle établisse la vérité, qu'elle reconnaisse les torts pour pouvoir avancer et vraiment tourner la page. D'accord ? C'est pas évident en soi. Ça paraît peut-être maintenant parce que ça s'est tellement normalisé. Mais pendant très longtemps, on a aussi considéré que les nations, elles étaient construites au contraire sur l'oubli. Qu'une nation se construisait sur le fait d'oublier, que c'était une technique de survie même. C'est ce que disait Renan, c'est ce que dit Nietzsche. C'est quelque chose qui est aussi très fréquent et qu'on peut aussi appliquer à l'individu. Certains peuvent dire non, je ne vais pas voir un psy, je vais très bien sans. Donc voilà, c'est le postulat de base. Après, on peut aussi le critiquer, évidemment. Donc pour faire cela, la justice transitionnelle s'appuie sur 4 mesures principales qu'on étudiera ensemble. Les procès, les commissions vérité, les réparations et la réforme des administrations. C'est 4 volets. Procès, commission vérité, réparation et réforme administrative. Ces 4 mécanismes sont censés garantir 4 objectifs. Là, je parle du point de vue vraiment de la manière dont l'ONU et les institutions internationales comprennent la justice transitionnelle. On peut aussi critiquer ça. 4 objectifs, donc, qui sont la reconnaissance, donc reconnaître les torts passés, rétablir la confiance. Alors la confiance, c'est à la fois la confiance des citoyens entre eux,
Pensez à un cas comme le Rwanda, hein, entre Hutu et Tutsi. Mais c'est aussi la confiance envers les institutions. Dans certains contextes, comme l'Allemagne de l'Est par exemple, ou comme la Tunisie, c'est très important, puisque l'administration avait vraiment un rôle dans les violations, dans les exactions, etc. Rétablir la confiance envers la justice, quand par exemple comme en Tunisie, la justice obéissait à l'exécutif pendant toute l'ère de Ben Ali et même sous Bourguiba. Rétablir donc la confiance. Le troisième objectif, c'est la réconciliation. Alors ça, on y reviendra, c'est assez problématique à divers égards. Et le dernier, c'est rétablir la règle du droit, un droit démocratique. Voilà donc 4 objectifs pour 4 mécanismes. Ces mécanismes, vous le voyez, sont à la fois judiciaires et non judiciaires. C'est peut-être pour ça qu'en tant que juriste, vous n'avez pas une connaissance limpide de la justice transitionnelle, puisque beaucoup de juristes stricts d'ailleurs me disent que la justice transitionnelle, c'est pas du droit. Puisqu'on le verra, en fait, il s'agit aussi parfois, et peut-être que vous, ça va vous choquer, de contourner le droit. Contourner le droit, par exemple, en promouvant des mécanismes de réconciliation, ou alors en instaurant, au lieu des procès, des commissions vérité. Un exemple frappant, c'est le cas de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous connaissez peut-être parce que c'est le cas le plus connu, hein, c'est un peu le cas d'école. Moi, je suis un peu énervée que ça le soit parce que c'est un processus très critique. J'ai vécu en Afrique du Sud pendant 6 mois pour l'ouvrage. En Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de l'apartheid? Mandela et de Klerk, dans leurs négociations, se sont mis d'accord qu'il n'y aurait pas de procès. Tout le monde a dit oui, Mandela, et c'est vrai, c'était grand, lui-même a pardonné à ses bourreaux, etc. C'était pas que par grandeur d'âme, c'était aussi politique. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud ne pouvait pas juger tous les Blancs qui étaient responsables de l'apartheid. Ça aurait créé des divisions, ça aurait fait fuir les capitaux, il y aurait eu un problème économique, il y aurait un manque de connaissances et vraiment de savoir technocratique pour gérer l'État, etc. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Mais ils ne pouvaient pas non plus dire, bon, amnistie générale, tout le monde rentre chez lui, c'est parfait, on oublie tout, table rase. Donc ils ont été assez inventifs, ils ont inventé un mécanisme assez original qui maintenant est devenu presque banal, qui sont les commissions vérité. On reviendra dessus tout à l'heure, mais là je veux juste vous montrer un petit peu comment on contourne le droit. Ça peut être intéressant pour vous en tant que juriste. Donc au lieu de faire des procès, on a dit on va avoir une commission vérité. Et donc la vraie justice, c'est la vérité. Pour les victimes, ce qui compte, c'est d'avoir la vérité. Et donc on va avoir ce mécanisme, qui est assez original en Afrique du Sud, d'une amnistie conditionnelle. Donc les bourreaux, entre guillemets, les responsables des violations, pour être amnistiés, devaient venir devant la commission, souvent face à leurs victimes, donc c'était assez émotionnellement assez fort, et dire ce qui s'est passé. Voilà, ce jour-là, j'ai fait ça, je suis rentrée, je l'ai torturé, j'ai violé, etc. Dire la vérité. C'était filmé, c'était en live tous les soirs à la télé nationale, etc. Donc il y avait une forme d'humiliation que certains considéraient déjà comme une forme de justice. Mais bon, s'il collaborait, s'il disait la vérité, il était amnistié et pas de procès possible. C'est-à-dire que la victime n'avait aucun recours. Et 15 ans plus tard, aujourd'hui encore, il y a certaines victimes qui veulent des procès maintenant. Et si les gens ont eu l'amnistie à la commission vérité, c'est pas possible. Parce que c'est dans la Constitution, le principe des amnisties conditionnelles. Donc, pas de justice. Donc, c'est problématique. Et l'Afrique du Sud vend ce modèle partout dans le monde. Il y a un vrai marketing maintenant de la justice transitionnelle. Et je l'ai vu en Tunisie, l'ambassade sud-africaine, dès que Ben Ali est parti, ils ont été voir le gouvernement transitoire et ils leur ont dit faites ça, faites une commission vérité, c'est bien, etc. Alors que d'un point de vue juridique et même d'un point de vue ONU, l'Afrique du Sud, ça s'est passé en 1994. Donc, c'est vraiment au début du renouveau du droit international. Mais aujourd'hui, l'ONU refuserait. Enfin, en tout cas, ça ne serait pas du tout sanctionné comme ça l'a été. L'idée des amnisties, surtout depuis la Cour pénale internationale, amnistier des crimes contre l'humanité, c'est juridiquement, du point de vue international, impossible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est à la fois judiciaire et non judiciaire. C'est un contournement, parfois, du cours naturel du droit. C'est aussi un mécanisme qui est intrinsèquement politique, vous le voyez. C'est lié à des intérêts politiques, puisqu'il s'agit pas seulement de faire justice quand on parle des procès pour que justice soit faite, mais aussi pour favoriser le processus démocratique. D'accord ? Donc il y a quelque chose de très politique aussi. On reverra ça tout à l'heure. C'est aussi très symbolique, la justice transitionnelle, puisqu'en fait, et là c'est quelque chose de très profond, par ces mécanismes, il s'agit aussi de réécrire l'histoire du passé. Et donc la manière dont la justice transitionnelle va définir qui sont les victimes, à partir de quand
on considère les exactions commises? Quelle est la date de début des violences, par exemple? Est-ce que ça a commencé en Tunisie, par exemple? Est-ce que ça a commencé en 87, quand Ben Ali prend le pouvoir? Est-ce que ça a commencé en 56 avec l'indépendance? Est-ce que ça a commencé en 1880 avec le début du protectorat français? La date de début compte beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un récit différent du passé qu'on va mettre en avant, selon la date qu'on choisit, selon le type de violation qu'on prend en considération et selon le type de victime qu'on va reconnaître. Je reprends l'exemple de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, étaient victimes, c'est-à-dire pouvaient avoir le statut de victime et donc obtenir des réparations, etc., que les personnes qui avaient été victimes de ce qu'on appelle les violations massives des droits de l'homme, c'est-à-dire meurtre, torture, disparition forcée, viol, la violence physique, si vous voulez, violation massive. Ça, c'était une victime. Du coup, beaucoup de personnes ont élevé la voix pour dire « mais c'est n'importe quoi, les victimes, c'est tous les Noirs en Afrique du Sud, et les colorés, et les Indiens, etc., mais tous les gens qui ne pouvaient pas juste se déplacer d'un endroit à l'autre sans avoir leur passeport intérieur, qui étaient exploités dans des mines toute la journée pour un salaire minable, qui n'avaient pas accès à l'éducation, etc. Les victimes, c'est beaucoup plus vaste, c'est pas que les gens qui se faisaient torturer. C'est aussi les victimes du point de vue économique, si vous voulez. Les gens qui n'avaient pas d'opportunité. La Commission sud-africaine s'est concentrée que sur les victimes des violations massives. Donc elle a écrit l'histoire de l'apartheid d'une certaine manière. Vous voyez, c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu qu'il y a des enjeux vraiment profonds dans le choix des violations et dans le choix des victimes. Et donc du coup, la justice transitionnelle va être vraiment le lieu de contestations très intenses, des contestations mémorielles et des contestations victimaires, des luttes de victimes presque. Et ça, je le vois en Tunisie et c'est fascinant, c'est qu'on voit vraiment des sortes d'affrontements de victimes entre d'un côté les islamistes qui disent c'était nous les victimes de Ben Ali et de l'autre côté les gauchistes ou syndicalistes, etc., qui disent non, c'était nous. Et il y a un affrontement entre les deux. Et idéalement, il faudrait, et on espère que la justice transitionnelle le fera, que les deux s'entendent et reconnaissent que oui, on était tous victimes, si vous voulez. Mais voilà un petit peu les enjeux qui sont présents dans la justice transitionnelle. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très vaste, de très ambitieux, peut-être trop, et de très, on pourra évidemment en discuter, et en tout cas de très riche, comme vous l'avez dit, parce que c'est à la croisée de beaucoup de disciplines. Moi, je l'ai étudié d'un point de vue philosophique, en philosophie politique. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, quel est le type de régime qu'on promeut ? Parce qu'on dit transition, donc c'est transition à partir de quelque chose. Il y a l'idée d'un mouvement, on part de quelque chose, donc la violence, les génocides, la guerre, etc. On va vers quelque chose, parce qu'on dit transition. Donc je me suis dit, on va vers quoi ? C'est quel type de régime il s'agit d'imposer ? Quel type de régime est souhaité, si vous voulez ? Transition vers quoi ? Quel est le télos ? C'est comme ça que j'appelle dans le livre, c'est-à-dire en grec, c'est la fin, en termes de téléologie, l'objectif de ces transitions. Quel type d'État on veut réaliser, si vous voulez. Alors clairement, vous allez tous me dire, oui, c'est la démocratie. Mais même si on répond ça, on dit, oui, mais la démocratie, il y a plein de formes de démocratie. Quel type de démocratie ? Alors moi, dans le livre, je suis partie des théories du libéralisme politique, les démocraties libérales. Parce que de fait, dans la pratique des Nations Unies et de la plupart des acteurs internationaux, vous voyez que quand l'ONU, par exemple, fait une opération de maintien de la paix ou de maintien de la paix ou de changement politique, on ne va pas dire, tiens, on va créer un système autoritaire ou une monarchie, etc. On dit, on va créer une démocratie libérale, c'est-à-dire une société tolérante, à minima, tolérante, neutre, ouverte, transparente, etc. Donc ça, c'était mon point de vue, d'un point de vue philosophie politique. Mais on peut aussi l'étudier d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue juridique, évidemment. Enfin, il y a mille disciplines possibles. C'est ça qui en fait aussi la richesse. Comme je vous disais, donc maintenant, au sein des Nations Unies et dans toutes les missions de la paix, il y a un volet justice transitionnelle. L'exemple le plus récent, c'est le Mali. La mission de maintien de la paix qui est en train d'être mise en place au Mali, pour prendre le relais des Français, elle inclut un volet justice transitionnelle. C'est écrit tel quel. C'est pour ça que c'est important aussi pour vous de connaître ce que c'est, parce que c'est quelque chose de vraiment très actuel. Donc, c'est-à-dire promouvoir la réconciliation avec le nord du Mali, entre les Touaregs et aussi éventuellement les islamistes, etc. D'autres exemples de processus de justice transitionnelle en cours, il y a le Togo, il y a la Guinée-Conakry, il y a le Brésil, il y a l'Uruguay, il y a le Guatemala, le Cambodge, la Thaïlande, la Côte d'Ivoire, le Canada même a créé sa commission vérité. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de partout. Sociologiquement, c'est passionnant. D'un point de vue de la sociologie internationale, on peut se demander c'est quoi cet impératif de mémoire et ce rôle des victimes. Il y a beaucoup de gens qui, du point de vue sociologique, ont critiqué cette sorte d'omniprésence des victimes aujourd'hui, cette sorte de lutte victimaire. Certains parlent de concurrence des victimes, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment comme un réflexe.
Et dans l'après-printemps arabe, si on peut prendre encore cette expression, mais après les révolutions donc de 2011, c'est aussi devenu comme un réflexe. En Tunisie, comme je disais, tout de suite, les acteurs internationaux, que ce soit l'ONU, mais aussi beaucoup d'ONG internationales, les grandes fondations américaines comme Ford, Carter, Open Society, etc., le 15 janvier, ils étaient à Tunis, peut-être pas le 15 parce que c'était fermé l'espace aérien, mais disons le 17, pour dire, voilà, maintenant, il faut faire ça. Il faut traiter le passé, il faut juger les responsables, il faut établir la vérité, il faut que les victimes aient réparation. Voilà, il y a une sorte de boîte à outils qu'on a transportée. D'accord ? Là, je suis un peu critique envers mon propre, parce que je suis jugée partie, mais c'est un petit peu dangereux dans la mesure où ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, c'est une approche unilatérale, qui serait un peu partout le même sorte de liste de recettes qui s'appliquerait au Cambodge, comme ça peut s'appliquer au Timor ou au Guatemala. Mais c'était vraiment omniprésent. En Libye, comme je disais, pareil. Au Yémen aussi, justice transitionnelle. Il y a une loi de justice transitionnelle qui vient d'être votée au Yémen, qui promeut notamment la réconciliation entre le Nord et le Sud. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très présent. Et en Syrie, figurez-vous qu'il y a des ONG qui sont déjà en train d'établir quel plan de justice transitionnelle pour la Syrie une fois que la guerre sera finie. Ils auront du travail. Et il y a aussi en Israël-Palestine, d'ailleurs, beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez riche et mondial. Je vais maintenant reprendre un petit peu les 4 piliers que je vous ai développés, que je vous ai mentionnés, pardon. Puisque la justice transitionnelle, là, je l'ai définie de manière très générale. Vous allez vous dire, oui, c'est joli, c'est une belle idée, c'est bien, les victimes, etc., la reconnaissance, la réconciliation, tout le monde aime ça. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas qu'une belle idée, c'est aussi quelque chose qui est juridiquement ancré par un certain nombre de traités internationaux, de résolutions des Nations Unies, et même un mandat de rapporteur spécial au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est concrétisé, qui est matérialisé. Je vais vous citer certains éléments de ce corpus législatif qui articule la justice transitionnelle. Tous s'articulent autour du droit des victimes, de manière générale. Par exemple, la Convention contre la torture, qui a été ratifiée par plus de 100 États, dont la Tunisie, qui prévoit dans plusieurs de ses articles le droit aux réparations, le droit à la vérité et le droit à la justice pour les victimes de torture. Donc, c'est-à-dire que pour les États qui ont ratifié cette convention, ils ont obligation de répondre à ces exigences. Plusieurs résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU aussi, notamment là, une fameuse résolution qui a été votée en 2005, qui pose les principes fondamentaux sur le droit aux réparations pour les victimes de violations massives des droits de l'homme. D'autres plus récentes, 2006, la Convention contre les disparitions forcées, qui est une convention très importante parce qu'elle ancre, elle commence à poser les jalons qui ne sont pas encore présents, mais d'un droit à la vérité. Ce droit à la vérité, il existe en tant qu'idée, mais il n'est pas ancré internationalement, il n'y a pas de système encore, il n'y a pas de convention pour ce droit. Mais dans la Convention contre les disparitions forcées, il est dit que les victimes, les familles des victimes de disparitions forcées ont le droit de savoir le sort des disparus. Un exemple concret pour vous montrer que ça a un impact quand même, toutes ces conventions, c'est l'Espagne. En Espagne, c'est à la fois un contre-exemple de justice transitionnelle et quelque chose qui la valide, à mon avis. Puisque l'Espagne, en 1975, après la mort de Franco, donc vous savez qu'il y a eu guerre civile, puis dictature, à la mort de Franco, l'Espagne, elle décide vraiment l'inverse de la justice transitionnelle. C'est-à-dire que les Espagnols, ils disent c'est fini, on efface tout, on oublie, on ne va pas réouvrir le dossier parce que c'est trop compliqué, ça va nous diviser, on a déjà eu une guerre civile, on n'en veut pas une autre, donc on oublie tout, on fait table rase. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est passée à l'Assemblée nationale espagnole qui s'appelle le pacte d'oubli. C'est le terme, le pacte d'oubli. J'étudie le cas de l'Espagne dans mon livre aussi, qui dit voilà, on n'a pas le droit de mentionner ça, on ne va pas ouvrir les archives, on ne va pas démanteler même les monuments de Franco, etc., parce que ça va créer trop de débats et tout. On laisse tout comme c'est, on avance. D'accord ? Les Espagnols étaient contents, ils sont concentrés sur vraiment la transition démocratique, le changement économique, etc. Mais au bout d'un moment, les familles des victimes de Franco, et en particulier tous les disparus, parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de fosses communes, en fait, c'est-à-dire que les victimes étaient entassées dans des fosses, donc on ne pouvait pas savoir leur nom, où ils étaient, etc., qu'est-ce qui leur était arrivé, ont commencé à hausser de la voix, au début des années 2000.
Et cette convention des disparitions forcées, qui a été votée en 2006, a permis à ces associations de victimes en Espagne de forcer le gouvernement de Zapatero, qui l'avait ratifié, à lancer une procédure, à voter une loi au sein de l'Assemblée nationale qui autorise l'ouverture des fosses communes. Et donc les fosses communes ont été ouvertes, pas toutes, elles sont encore en train de l'être. Et ils commencent un petit peu à pouvoir, du coup, grâce à l'analyse scientifique sur les ossements, etc., à identifier qui sont les disparus et à pouvoir les réenterrer aussi, etc. Donc voilà, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Après, tous les pays n'ont pas ratifié cette convention, évidemment, mais c'est des pas. Deux rapports importants, juste pour finir là-dessus. Rapport du secrétaire général de l'ONU en 2004 et 2011. Ces deux rapports, je vous encourage à les regarder si vous voulez vraiment, ils sont assez courts et très clairs. Les rapports s'intitulent « Rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit ». Vous tapez « Rétablissement de l'état de droit, secrétaire général ONU », vous le trouvez normalement. Donc c'est un rapport qui pose vraiment quelles sont les bases de l'ONU en termes de justice transitionnelle. Donc vous voyez que c'est aussi ratifié par le secrétaire général. Donc voilà pour l'aspect concret. Maintenant, enfin l'aspect juridique si vous voulez. Quels sont donc ces mécanismes ? Je vais reprendre les 4. Le premier, donc, je vous ai dit, c'est les procès. Alors c'est peut-être là que vous allez être le plus familier, vous, en tant que juriste. Les procès, c'est-à-dire une justice pénale, poursuite donc contre les individus responsables de violations des droits de l'homme dans la période de transition. Vous savez qu'au sein donc, du droit international, certains crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre, sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les amnistier. Et il n'y a pas de délai pour les juger. C'est-à-dire que si vous êtes victime de torture, dans 50 ans, vous pouvez encore porter plainte. D'accord ? Ça se pose en Tunisie très concrètement, parce que beaucoup de cas de torture datent du début de l'ère Bourguiba, des années 60 par exemple. Il y a eu beaucoup de persécutions contre la gauche, les étudiants de gauche dans les années 60, victimes de torture, qui ont le droit, juridiquement parlant en tout cas, de porter plainte aujourd'hui, même si ça date d'il y a longtemps. Donc les procès. Les procès peuvent être soit internationaux. Donc des exemples que vous connaissez sans doute, c'est le procès par exemple les tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie, qui est en train de fermer là, qui est basé à La Haye et qui a donc jugé les responsables des principales violations, donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité, même génocide, pendant la guerre dans les Balkans, en ex-Yougoslavie. Il y a eu un autre tribunal ad hoc comme celui-là pour le Rwanda, donc pour les responsables du génocide. Donc tribunaux internationaux, aussi pour le Sierra Leone, ou évidemment maintenant la Cour pénale internationale. Les tribunaux peuvent aussi être hybrides. On dit hybride ou mixte. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des tribunaux qui vont opérer à la fois selon les règles du droit international et selon le droit national. Donc c'est plus compliqué à organiser, c'est-à-dire qu'il y aura des juges locaux et des juges internationaux. C'est un mélange des deux droits, si vous voulez. C'est plus compliqué à organiser, mais l'avantage, c'est que c'est plus proche, si vous voulez, de là où les violations ont eu lieu. Un exemple connu, c'est le Cambodge. Le Cambodge, c'est un tribunal mixte. C'est-à-dire qu'il y a l'ONU qui chapeaute un peu tout, il y a des juges internationaux, mais c'est aussi le droit cambodgien. Pareil au Timor. C'était un tribunal mixte. Ça peut aussi être, alors là c'est peut-être un peu plus problématique pour vous, des tribunaux traditionnels. Tribunaux traditionnels, la justice de type traditionnel. Alors j'analyse dans mon livre plusieurs cas, l'Ouganda notamment et le Rwanda. Peut-être que le Rwanda vous est plus familier. Au Rwanda, parallèlement au tribunal international donc, qui était basé en Tanzanie, il y a eu des procédures traditionnelles qu'on a appelées les gachacha. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, c'est assez connu, assez documenté. Qu'est-ce que c'était que les gachacha ? En fait, le problème qui s'est posé au Rwanda était assez clair. C'est que on pense qu'il y a plus d'1 million de morts, mais à peu près le même nombre ou un tout petit peu moins de génocidaires. Donc vous avez quand même une masse de gens, je crois que c'est à peu près 800 000 personnes qui auraient pris part au conflit. Et 800 000, certains disent 1 million, morts. Donc clairement, on ne peut pas juger
tout le monde. Vous avez vu sur une carte la taille du Rwanda en plus. Si on met tout le monde en prison, les prisons vont aller exploser. C'était juste pas possible. Vous voyez ces enjeux concrets auxquels on fait face. Donc le Rwanda n'a pas eu le choix que de faire une sorte de division des responsabilités. Donc les plus hauts responsables allaient être envoyés au tribunal international, ceux qui ont commandité le génocide, etc. Les acteurs moyens qui répondaient à des ordres mais qui ont quand même eu des responsabilités, ils allaient dans les tribunaux nationaux, donc de justice rwandaise, et être en prison s'ils étaient jugés coupables. Et les petites mains, si vous voulez, donc la plus grande masse des personnes, avaient droit à passer devant ces procédures traditionnelles qui sont les gachacha. Donc c'est une justice traditionnelle que les Rwandais utilisent depuis des siècles, qui est une justice communautaire où en gros tout le village s'assoit sur le gazon. Un gachacha, ça veut dire gazon. Ils s'assoient sur le gazon et puis en gros, voilà, la victime et le responsable se font face, et la famille de la victime et la famille du responsable. Et puis il y a des sortes de juges communautaires qui décident d'une forme de réparation. Tu lui donneras une chèvre ou tu vas réparer son toit, etc. Normalement, c'est appliqué pour des petits crimes comme voilà, il m'a volé ma chèvre. Là, on a pris cette procédure, on l'a un peu codifiée et on l'a appliquée pour des crimes beaucoup plus graves quand même, puisque même si c'est des petits exécutants, ils ont quand même violé des gens, tué des gens, etc. Mais l'idée, c'était qu'il faut faire ça pour que, dans un pays si petit, avec une des densités les plus fortes au monde, et où forcément les victimes et les bourreaux, même quand ils sortent de prison, ils allaient se retrouver à vivre côte à côte, il fallait faire ça pour qu'il puisse y avoir une forme de réconciliation. Et donc dans ces procédures-là, les victimes, c'était à elles de dire si elles acceptaient ou non de pardonner. Et les bourreaux étaient généralement condamnés à des travaux forcés, des travaux d'intérêt général. D'ailleurs, c'est en partie grâce à eux que le Rwanda est devenu si développé aujourd'hui. C'est un des pays les plus... Il y a des autoroutes, c'est vraiment un pays économiquement qui va bien maintenant, même si c'est très dictatorial en termes politiques. Mais voilà, ils ont du coup contribué à la reconstruction du pays. Vous voyez ce type, encore une fois, de contournement qu'on peut trouver. Mais là, c'est parce qu'entre autres, on ne pouvait pas faire autrement. On pouvait pas... Si on décidait de juger tous les gens un par un, Human Rights Watch avait dit que ça aurait pris un siècle, le temps que le Rwanda juge tout le monde. Donc voilà, concrètement, c'est pas possible. Et puis les règles du droit n'auraient pas été respectées avec un tel nombre de personnes à juger, etc. Donc on a dû s'adapter. Donc vous voyez que ça prend plusieurs formes, cette justice pénale dans le cadre de la justice transitionnelle. Vous voyez aussi que dans le cadre de la justice transitionnelle, les procès ont une finalité autre que simplement que justice soit faite. Peut-être que ça vous choque encore en tant que juriste. En tant que juriste, vous allez vous dire non, le droit, c'est... Ou peut-être, si vous êtes positiviste, je ne sais pas, mais de dire, voilà, le droit, c'est le droit, on ne fait pas le droit pour autre chose, ou pour réconcilier, ou pour écrire l'histoire, ou pour écrire la mémoire, etc. C'est le droit, point. Là, dans le cadre de justice transitionnelle, clairement, c'est plus que ça. Il y a les procès pour plein d'autres choses, pour écrire la mémoire, pour guérir les victimes, pour réconcilier la société, etc. Il y a un sens social, en fait, une fonction sociale qu'on donne au procès, dans le cadre de la justice transitionnelle. Il y a aussi une fonction instrumentale. C'est-à-dire que l'idée est que si on ne punit pas, si on ne montre pas que voilà, les responsables sont jugés, alors il y a un risque que la violence, elle revienne. Parce que les gens ils vont se dire, ah ben, c'est l'impunité si vous voulez. Je peux violer qui je veux et puis je n'irai pas en prison, donc je peux continuer. Donc il y a cette idée que la justice a un rôle préventif aussi. On juge, il faut que justice soit faite et soit vue étant faite. C'est pour ça que les procès sont toujours très médiatisés dans le cadre de justice traditionnelle. Par exemple, pour l'ex-Yougoslavie, il y a une télé qui en permanence filme chacune des audiences. C'est pareil à la Cour pénale internationale. Pour montrer que l'impunité, c'est fini, avec l'espoir que ça aura un effet préventif. Alors cet effet préventif, il reste encore à démontrer, bien sûr, mais c'est l'idée. Il y a des risques, évidemment, dans cette instrumentalisation sociale et politique des procès. On en discutera peut-être tout à l'heure, et je serais intéressée d'avoir votre avis, vous, puisque vous êtes plus juriste que moi, là-dessus. Il y a des risques. L'écueil auquel on pense tout de suite, c'est le procès spectacle. C'est l'idée de faire un procès qui ne va pas du tout respecter les normes de la règle du droit, pour montrer, pour faire exemple. Alors, des exemples de ça, il y en a beaucoup. Un qui est assez connu, qui est en tout cas ce que disait Arendt, du procès d'Eichmann à Jérusalem. Vous connaissez sans doute. La principale critique de Hannah Arendt, l'une des critiques, c'était que ce procès avait été utilisé par l'État d'Israël pour montrer asseoir sa légitimité. Pour dire, regardez, bâtir sa légitimité sur la mémoire de la Shoah, en gros. C'était un procès politique pour Hannah Arendt qui n'a pas respecté les règles du droit.
notamment parce qu'Eichmann a été enlevé en Argentine, enfin, c'était pas du tout légal. Donc le risque existe donc du procès spectacle. En Tunisie, c'est assez prégnant aussi, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on en a beaucoup parlé en France, mais il y a eu des procès contre les dignitaires de l'Ancien Régime, notamment les anciens ministres de l'Intérieur, donc ceux qui étaient plus responsables de la torture, mais évidemment aussi les procès de Ben Ali. Or, ces procès étaient c'était des farces absolues, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le pays, la justice, comme je vous disais, elle était en fait sous la coupe de Ben Ali pendant plus de 20 ans. Elle obéissait aux ordres de Ben Ali, c'est-à-dire que il disait, lui, tu le juges pas. Il était complètement corrompu, si vous voulez. Les magistrats et tout. Donc on ne peut pas faire justice dans ce cadre-là. Il faut d'abord réformer la justice. Ce qui est en train de se faire, mais qui prend du temps. Et ensuite, parce que, par exemple, pour le procès de Ben Ali n'était pas là, puisqu'il est toujours en Arabie Saoudite. Il a eu un avocat commis d'office, et l'avocat, pendant tout le procès, est en train de s'excuser. Il s'excusait de défendre Ben Ali. Il n'a rien dit, il n'a pas dit un mail. Il a juste dit, je suis désolé de devoir le défendre. Et c'est tout. Donc il n'y a pas eu de défense. Il a été condamné à 150 ans. C'est pas qu'il ne le mérite pas, mais la manière dont ça a été fait a été assez problématique. Ces critiques ont été formulées contre les tribunaux internationaux. Par exemple, celui de l'ex-Yougoslavie a été très critiqué pour avoir été partial, c'est-à-dire n'avoir jugé que des Serbes, en gros. Beaucoup de Serbes, en tout cas. Et en disant, du coup, que c'est eux les méchants, si vous voulez, dans l'histoire, et donc de ne pas avoir été suffisamment partial. C'est aussi ce qu'on a dit, évidemment, de Nuremberg. Ça, vous connaissez, les procès de Nuremberg, qui sont un peu le premier jalon, si vous voulez, de la justice transitionnelle, ont été critiqués comme étant une justice des vainqueurs. On a dit, c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'on a jugé les crimes nazis, mais on n'a pas jugé le goulag, ou tout ce que les Russes ont fait pendant la guerre, mais aussi Hiroshima, etc. Il y a eu d'autres crimes de guerre que ceux des nazis. Donc, l'idée d'une justice des vainqueurs. On reproche aussi à cette justice pénale, quand elle est strictement pénale, son incommensurabilité. Alors là, c'est un argument un peu plus philosophique, qui va peut-être vous énerver, mais l'idée, c'est qu'en fait, ce type de violence auquel on a affaire, qui sont des violences massives, Arendt disait que c'était un mal métaphysique, hein, quand on parle d'un génocide, quand on parle de viol de masse, quand on parle d'enrôlement d'enfants forcés, etc., enfants soldats, enrôlement forcé d'enfants soldats, tous ces types de crimes, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans un cadre juridique? Ou est-ce que ça ne dépasserait pas tout? Est-ce que ça ne serait pas un mal, comme disait Arendt, métaphysique, un mal qui dépasse, qui fait éclater toutes les catégories du droit? Parce que c'est trop, c'est plus que ça. Primo Levi disait ça sur la Shoah aussi. Aucun avocat ne pourra jamais faire rentrer ça dans une case ou défendre ce cas. Du coup, il y a une forme d'insuffisance du droit, si vous voulez, et la justice transitionnelle se base aussi sur cette reconnaissance, la reconnaissance de cette insuffisance. Il faut plus. Et elle va donc compléter le droit pénal par d'autres mécanismes. On en vient donc au deuxième, que sont donc les commissions vérité. Les commissions vérité reposent sur ce que j'ai appelé dans mon livre la justice reconstructive. Alors ça fait mal aux oreilles aussi, c'est encore une fois un anglicisme atroce. C'est restorative justice en anglais. Restorative justice, donc justice restauratrice, on peut dire, ou reconstructive, c'est quelque chose qui est né en Australie en fait, pour les délinquants juvéniles à la base. Vous avez peut-être entendu parler de ça déjà. C'est une forme de justice plus communautaire, plus participative, et qui n'est pas basée sur l'exclusion du coupable, mais au contraire sur sa réintégration dans la communauté. Donc à la base, c'était des formes de justice vraiment au niveau un peu comme les gachacha tout à l'heure, si vous voulez. Hein, mais c'était dans un pays anglo-saxon, occidentalisé, etc. Où la famille de la victime et la famille du bourreau, du responsable, allaient s'asseoir ensemble et discuter de ce qui s'est passé, etc. La victime allait pardonner. C'est une justice alternative, plus participative, qui se construit sur le constat que la justice pénale, au sens formel, tribunal, etc., elle aurait un petit peu volé la justice aux communautés. Ça se fait dans des portes fermées, il n'y a pas de participation. Qu'elle serait trop formelle et qu'elle conduirait à des logiques d'exclusion. Donc à la place de ça, on défend une justice reconstructive, qui, à le contraire, se base sur la réintégration et la participation. L'objectif de cette justice reconstructive, c'est la guérison, si vous voulez. Les Anglais disent healing, c'est très présent. Donc dans le cadre de la justice transitionnelle, cette justice reconstructive, elle a très vite trouvé un écho.
en particulier dans le cadre de la commission sud-africaine à nouveau. Desmond Tutu, vous connaissez sans doute, l'archevêque Desmond Tutu, qui était donc le principal, le chef de la commission vérité, le président de la commission vérité sud-africaine, a construit vraiment tout un art, une construction théorique sur cette justice reconstructive. Ce qu'il disait en fait, c'était que les responsables de l'apartheid en Afrique du Sud étaient malades. Vraiment, c'est le mot, hein, c'est le mot qu'il employait. Et qu'il fallait donc les guérir. Il ne faut pas les mettre en prison, il faut les guérir. Il faut leur faire comprendre le mal qu'ils ont fait, etc. Le crime, du coup, n'apparaissait plus comme violation d'une loi, simplement, mais comme quelque chose de beaucoup plus profond, comme rupture d'une harmonie. Cette idée d'harmonie, elle est très, très présente dans ce cadre-là. Donc une approche plus participative, une approche publique, qui vise à terme la réconciliation et la guérison. Le mécanisme principal donc, pour mettre en œuvre cette justice reconstructive, c'est les commissions vérité et réconciliation. Donc commission vérité, la première c'était celle d'Argentine, après la dictature militaire. Elle a ensuite été suivie par plusieurs autres commissions, plus de 40 aujourd'hui. Donc vous voyez encore une fois que c'est devenu quelque chose de très général. Plus de 40 commissions vérité ont été créées dans le monde. La Tunisie est sur la voie d'en créer une elle-même. Ces commissions vérité, c'est des institutions qui sont provisoires, qui sont soutenues par l'État, mais qui sont indépendantes, qui ont pour but d'enquêter sur le passé, sur les violations passées, et de révéler publiquement ces crimes. Donc on va fixer un mandat, on va dire, vous allez enquêter sur tout ce qui s'est passé depuis, par exemple, 55, 56 ou n'importe quelle date, ces crimes-là, on fait la liste des crimes, de torture, etc. Tous ces crimes depuis cette date, vous allez enquêter. Donc il faut une enquête, à la fois au sens scientifique, mais en même temps aussi au sens vraiment de audition. Il y a des auditions de victimes. Les commissions vérité sont vraiment centrées sur ça. Les victimes vont venir et elles vont dire « il m'est arrivé ça, tel jour, telle date, etc. » C'est à la fois pour établir la vérité, mais c'est pour beaucoup d'autres choses aussi. En Afrique du Sud, l'idée, c'était que les victimes vont venir s'exprimer. Ça va non seulement permettre de savoir ce qui s'est passé, ça va aussi permettre aux victimes d'être enfin écoutées. Ces gens qui, pendant toutes ces années, étaient complètement invisibles, si vous voulez, n'avaient aucun droit à participer à quoi que ce soit, on leur donne une voix, on leur donne un micro, et ils peuvent s'exprimer. Et on reconnaît publiquement, dans une enceinte publique, c'était des auditions dans des sortes de mairies ou n'importe où, des salles des fêtes, une enceinte publique, où les commissaires, donc c'était une douzaine de membres, dont Desmond Tutu, étaient assis là et ils disent oui, ils écoutent, la victime souvent pleure, c'est des moments assez émotionnels très forts, et les membres de la commission sont là et ils écoutent, ils disent oui, ça s'est passé, on reconnaît, c'est pas juste connaître, c'est reconnaître, oui ça t'est arrivé, et oui c'était mal. En gros c'est ça, la reconnaissance. Donc l'idée était que ça permettrait aussi aux victimes de guérir par là même. En tout cas ça pourrait promouvoir la guérison des victimes. C'est ce qu'on appelle la talk therapy. Il faut parler pour guérir. Alors, cette idée de guérison par la parole, elle n'est pas forcément universelle, vous allez me dire. Encore une fois, vous avez peut-être que c'est pas vrai. Et de fait, en Afrique du Sud, là où je travaillais, par exemple, c'était une ONG qui s'était chargée justement de l'appui psychologique aux victimes de l'apartheid. Donc c'était quand même plus de 15 ans après, qui ont témoigné à la commission vérité et qui se sont sentis encore plus traumatisés après. Donc c'était une clinique traumatique en fait pour ces victimes-là. Pourquoi elles se sont senties encore plus traumatisées ? Parce qu'elles sont venues dans la commission, elles ont dit ce qui leur était arrivé. C'était assez humiliant, souvent, surtout pour les femmes, quand il s'agissait de violences sexuelles, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Et voilà, et après rien. Le bourreau a été amnistié. Ils ont touché peut-être, 300, 400 euros de réparation, et voilà. Et donc, c'était pire pour elles. Donc, c'est pas forcément automatique, cette idée de on guérit par la parole. Ça peut être encore pire. Il y a aussi beaucoup de victimes qui veulent pas en parler, qui veulent pas venir témoigner, etc. Sur un autre risque, juste dernier risque par rapport à ça, c'est la notion de pardon.
Dans le cas de l'Afrique du Sud, c'était très omniprésent, mais pas seulement. Beaucoup de commissions vérité sont appelées commissions vérité et réconciliation, puisque le but est de promouvoir une forme de pardon. Ces termes de pardon, vous allez dire, dans un cadre officiel, puisque c'est quand même sanctionné par l'État, les commissions vérité, c'est assez problématique. Le pardon, c'est quelque chose de très personnel, quelque chose de privé. C'est peut-être la chose la plus intime qui soit, même en termes de décision morale, etc. Qu'est-ce que ça a à faire dans une institution publique? Est-ce que l'État peut me forcer à pardonner ou pas? Et de fait, en Afrique du Sud, beaucoup de victimes ont eu l'impression qu'on les avait forcées à pardonner. Parce qu'en plus, elles étaient dans des endroits publics, donc elles étaient un petit peu choquées, il y avait une sorte de pression, etc. On leur dit, après le témoignage, est-ce que tu lui pardonnes ou pas? Et du coup, beaucoup, sous la pression ou sans trop savoir ce qu'elles disaient, on dit oui, mais rapidement comme ça, sans trop savoir. Et aujourd'hui encore, elles sont en train, comme je disais, d'essayer de briser ça et veulent que justice soit faite. Donc il y a une sorte de confusion, si vous voulez, entre le privé et le public. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'une institution étatique de promouvoir le pardon? Par ailleurs, c'est souvent des instances qui sont sur-émotionnelles. Les victimes pleurent, comme je disais. Souvent, les membres des commissions vérité, ils allument des bougies, ils chantent, ils prient. C'est très religieux aussi. En Afrique du Sud, c'était un archevêque qui dirigeait la commission. C'est pas anodin. C'est très religieux. Les notions de pardon, de réconciliation, c'est aussi des notions très religieusement marquées. Ce sera fascinant d'ailleurs de voir comment, dans des contextes non chrétiens, comme la Tunisie, mais comme avant déjà le Maroc, ce discours va pouvoir être adapté à des valeurs religieuses différentes. Voilà donc un petit peu les écueils. Troisième pilier, donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est le droit aux réparations. Alors, réparation à la fois matérielle, c'est-à-dire, là c'est un droit international aussi qui est reconnu, c'est-à-dire que les victimes ont droit à obtenir des réparations matérielles, donc financières. C'est aussi des réparations symboliques. C'est-à-dire que rentre dans la case réparation tout ce qui est construction de monuments, changement du nom des rues, réécriture des manuels scolaires, etc. Tout ça, c'est aussi considéré comme réparation symbolique. L'objectif des réparations, du point de vue du droit international, c'est encore une fois un outil de reconnaissance. C'est aussi une manière d'autonomiser les victimes, de leur rendre leur capacité, si vous voulez. Pourtant, beaucoup de victimes refusent les réparations. Un exemple connu que peut-être vous connaissez, c'est en Argentine, les mères des disparus, qui sont les mères donc, de la place de Mai. Il y a une chanson, je crois, de Balavoine, je ne sais plus qui en parle, mais donc c'est pour dire que ça date depuis très longtemps, et elles continuent encore à manifester, je crois, tous les jeudis. Elles refusent les réparations que l'État leur a promis parce qu'elles veulent à la place la vérité. Elles ont peur en fait qu'avec si elles acceptent ces réparations, on va acheter leur silence et que c'est une manière pour l'État de dire voilà, j'ai payé, maintenant m'embête plus avec ça, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc les mères refusent parce qu'elles veulent la vérité et non pas les réparations. En Tunisie aussi, beaucoup de blessés de la Révolution, donc des gens qui ont perdu une jambe ou qui ont été handicapés à cause de la répression des manifestations, ont refusé les réparations qu'on leur a données aussi. Là, c'était plus pour dire non, je ne mérite pas. On ne mérite pas qu'on me donne de l'argent, j'ai fait mon devoir patriotique, c'était normal, etc. Je ne veux pas qu'on me donne de l'argent pour ça. Donc il y a cette idée que l'argent peut être considéré aussi comme un petit peu sale, si vous voulez. Hein, on parle de blood money en anglais, l'argent sale, avec ce risque donc d'acheter les victimes. C'est pour ça que les réparations ne peuvent pas aller seules, elles doivent toujours être accompagnées de mécanismes de vérité. Un cas que j'étudie, qui est un peu un contre-exemple dans mon livre, c'est le Maroc. Au Maroc, il y a eu une instance vérité et équité qui a été créée par Mohamed VI sans transition, puisque c'est toujours le roi, il n'y a pas eu de transition, donc c'est assez paradoxal. Et c'était une commission vérité où les victimes venaient témoigner, mais on pouvait nommer personne. Et surtout pas mettre en cause le roi. Il y avait les portraits de Hassan II encore accrochés partout, etc. On remet en cause personne. On ne nomme personne. Donc c'était une violence anonyme. Aucune responsabilité n'a été établie. Par contre, beaucoup de réparations. Il y a eu un programme de réparation très fort, très, très important. Les victimes ont touché. Réparation collective aussi pour des régions entières. On a donné de l'argent à des régions pour reconstruire des régions qui avaient été défavorisées par Hassan II, etc. Donc il faut réparation, mais il faut aussi vérité. Les deux vont ensemble. Dernier volet, ce qu'on appelle donc les garanties de non-répétition ou les réformes institutionnelles. Là, ça passe par ce qu'on appelle
l'assainissement en français. Alors encore une fois, un mot très moche et mal traduit. Assainissement. On peut aussi dire lustration, mais lustration, c'est un peu repris du contexte d'Europe de l'Est. Le mot anglais, qui commence à être utilisé en français parce qu'on n'a pas de traduction, c'est vetting. V-E-T-I-N-G. Vetting en anglais, ça veut dire filtrage, si vous voulez. Hein, c'est le filtrage, c'est le criblage. Certains disent criblage en français. Disons le filtrage des institutions. C'est-à-dire on va regarder au sein des institutions, notamment le secteur judiciaire, mais aussi le secteur de la sécurité, la police, l'armée. On va regarder qui a été impliqué avec l'Ancien Régime, qui a commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, et on va se débarrasser de ces gens-là dans les institutions. L'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de transition démocratique si les institutions publiques sont peuplées de personnes qui ont eu les mains sales ou qui se sont trop impliquées avec le régime passé. C'est pour ça qu'on appelle ça l'assainissement. Le problème d'assainissement, c'est que ça peut aussi faire penser à l'épuration. Or, c'est pas ça. L'équilibre est fin, c'est vrai. Le danger, ici, c'est qu'on tourne dans une logique d'épuration, c'est-à-dire une forme de chasse aux sorcières. Quiconque est associé à l'Ancien Régime dégage, en gros. Un exemple assez significatif de ça, sur cette forme de purge, c'est l'Irak. La plus grosse erreur des États-Unis en 2003, c'est d'avoir dit quiconque est membre du Baas, donc le parti de Saddam Hussein, est coupable, est forcément un ennemi potentiel. Donc, il dégage. Et donc, en fait, ils ont vidé, parce que tout le monde était membre du Baas. C'est un peu comme en Allemagne de l'Est ou en Pologne, sans la carte du PC, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait même pas avoir droit à l'éducation ou des réductions pour prendre le bus, etc. Donc, tout le monde était membre. Ça ne voulait pas dire qu'ils avaient du sang sur les mains. Mais les Américains ont eu peur de ça, donc ils ont tout dégagé. Et du coup, il n'y a eu personne, en gros, pour diriger l'État. En termes de savoir-faire, de connaissances administratives, etc., il n'y avait plus rien. Et puis, il y a eu un problème sécuritaire aussi, parce qu'ils ont appliqué ça aussi dans le secteur de l'armée et de la police. Donc là, ils ont renvoyé des tonnes de personnes qui étaient armées, qui avaient un savoir-faire militaire, etc., qui se sont trouvées dans la rue et sans emploi. Donc on voit un petit peu les risques que ça peut créer. Donc ça, c'est un peu le danger à éviter. Pour que le vetting ou l'assainissement s'intègre à la justice transitionnelle, et c'est vraiment un pilier fondamental de la justice transitionnelle, il doit respecter certaines règles de procédure très strictes qui sont individuelles. C'est-à-dire que c'est une individualisation des responsabilités et pas une stigmatisation collective. Pas dire quiconque est membre du BAS est coupable ou quiconque est membre du PC est coupable. En Tunisie, ce qui est en train de se profiler malheureusement, c'est un petit peu quiconque était membre du RCD, le parti de Ben Ali, est forcément coupable. Et c'est forcément problématique à mon sens. Donc le vetting doit se mettre selon une procédure plus individualisée et inclusif. Un exemple que je prends pour contraster avec l'Irak, c'est la Pologne. En Pologne, donc après la chute de l'URSS, la question s'est posée parce que les institutions étaient gangrénées de bureaucrates de l'Ancien Régime, de membres du PC, etc., dont certains avaient commis des exactions. Qu'est-ce qu'on fait ? La Pologne a adopté un processus assez intéressant, c'est qu'ils ont dit, bon, quiconque est dans l'administration ou quiconque candidate à des postes dans l'administration doit remplir un formulaire qui a été établi où on lui demande de dire qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a été associé à l'Ancien Régime et si oui, comment, dans quelle mesure, etc. Donc il devait établir lui-même la vérité. Il remplissait le formulaire. Il le rendait à l'institution qui se chargeait de ça. Elle allait vérifier ces informations. Si c'était vrai, s'il n'avait pas menti, pas de problème. Il a montré, on rend ça public, mais on ne le vire pas, il ne perd pas son poste, etc. Par contre, s'il a menti, s'il a dit j'ai rien fait alors qu'en fait oui, alors renvoyé. Vous voyez ? Donc ce qui était puni, c'était plus le mensonge sur le passé que le passé lui-même. Ce qui est assez intéressant, parce que le but dans ces mécanismes d'assainissement ou de vetting, c'est vraiment d'avoir des gens honnêtes, si vous voulez. C'est de s'assurer que les institutions seront peuplées de personnes à minimum honnêtes. En Tunisie, comme je disais, c'est assez problématique en ce moment. Il y a un projet de loi qui est en train d'être discuté, qui s'appelle l'immunisation de la révolution. C'est très moche aussi, immunisation de la révolution, qui veut donc immuniser la révolution du retour de l'Ancien Régime. Et qui se propose du coup de faire un petit peu comme ont fait les Américains, de renvoyer tous les gens associés à l'Ancien Régime. Voilà un petit peu l'aperçu que je vous ai proposé. Vous avez vu que dans les 4 piliers, il y a des atouts, il y a aussi beaucoup de risques. D'accord ? Il y a beaucoup d'écueils et je suis dans mon livre aussi assez critique et en garde contre certaines choses. Je pense que c'est un domaine des droits de l'homme qui est fondamental, qui est très riche, qui est passionnant, mais qui a aussi qui pose aussi beaucoup de questions. Peut-être parce que c'est trop ambitieux et que du coup c'est irréalisable.
Peut-être parce que la guérison, quand on parle du cas du Rwanda, par exemple, c'est pas quelque chose qui est possible. Ils guériront jamais. Le pardon, encore moins. Ou en tout cas, ça prend des générations. En Tunisie, la démocratisation, ça va prendre des générations. Les gens ont tendance à être impatients, mais ça prend longtemps. Regardez la France, le temps que ça a mis entre la Révolution française et puis, disons, quand les femmes ont le droit de vote, si on me dit que ça, c'est ça l'accomplissement, ça a pris plus de 2 siècles. D'accord ? Donc voilà, un petit peu une invitation à la patience, qui n'est pas fréquente et qui est très rare, malheureusement, dans la pratique actuelle de la justice transitionnelle. On a envie que tout soit fait maintenant, tout de suite. Comme je disais, en Tunisie, 3 jours après, on était là, il fallait ouvrir les archives, il fallait établir la vérité, juger, etc. Le cas de l'Espagne est intéressant. Ça leur a pris 30 ans, mais ils l'ont fait. Regardez le cas de la France. Par rapport à la guerre d'Algérie, par exemple, il n'y a toujours rien. Peut-être que ça va venir, peut-être pas. Il y a une sorte d'évolution, je pense, en ce moment pour rétablir un petit peu la vérité dans ce sens-là. Pour Vichy, ça a pris plus de 40 ans pour que Chirac s'excuse et dise Vichy, c'était l'État français. Ça a pris plus de 40 ans, c'est 95. Donc voilà, il faut prendre en compte cette temporalité, qui c'est aussi le temps de la mémoire, c'est le temps pour que les souffrances aussi s'apaisent, et que dans certains cas, on ne peut pas tout de suite dire voilà, il faut faire ça. Et que peut-être qu'il faut être plus patient. La deuxième conclusion que je voulais apporter, c'était par rapport aux ambitions, de dire qu'il faut peut-être être moins ambitieux dans ce que peut faire la justice transitionnelle. Je pense que l'idée de réconciliation est problématique. Qu'est-ce que c'est qu'une société réconciliée ? Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça définit. Est-ce que c'est forcément souhaitable aussi ? Une société où tout le monde est réconcilié avec tout le monde. Est-ce que la politique, et là c'est la philosophe plus qui parle, est-ce que le politique, c'est pas fondamentalement les divisions ? L'écart, Claude Lefort disait l'écart. Et le totalitarisme se définit par l'unification. Donc est-ce qu'on veut vraiment réconcilier tout ? Est-ce que c'est possible d'avoir une mémoire collective unifiée, où tout le monde est d'accord sur la même chose sur le passé ? Si on prend sur la France, il y a 1000 mémoires. Mémoire de la colonisation, mémoire de l'esclavage, mémoire de l'immigration, il y en a 1000. On ne peut pas avoir une mémoire collective. Alors il y a une forme de mémoire collective dans le sens où il y a ces monuments, les morts pour la patrie, etc., qui sont partout, la manière dont on enseigne l'histoire aussi, mais il y a aussi un enchevêtrement, une mémoire qui est plurielle, et c'est mieux, et c'est tant mieux, à mon avis. Peut-être qu'on peut aussi en discuter. Un exemple aussi concret, c'est Israël-Palestine. Est-ce qu'un jour on pourra avoir une mémoire collective pour les deux ? Beaucoup de gens y travaillent en ce moment, des ONG, etc. À mon avis, c'est aussi impossible de réconcilier ces mémoires-là. Donc, invitation à la prudence. Je vais m'arrêter ici. Je garderai ça peut-être pour après, mais j'ai soif. Pardon. Et voilà. Oui, pardon. Voilà. Je ne sais pas si je peux revenir sur des éléments ou si vous voulez. Merci. Cora Andrieux pour cet exposé extrêmement riche et plein de relief et surtout plein d'interpellations pour nous juristes, parce qu'on a du mal à retrouver nos repères dans cette justice transitionnelle. Alors, je ne vais pas peut-être prendre la parole et poser des questions parce que j'en ai beaucoup, et puis même si je les sélectionne, peut-être c'est le moment aussi pour vous de réagir. Est-ce que d'ores et déjà certains souhaitent prendre la parole ? Mademoiselle. Il faut répéter la question. D'accord. Donc, mademoiselle demande quel est le rôle du coup d'un juriste dans le cadre de la justice transitionnelle. Je ne suis pas moi, mais justement par rapport à ce premier volet, le premier volet qui sont les procès, clairement, mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit au début, tout, hormis les procès, le droit à la vérité, le droit aux réparations, ça fait partie du droit international. Donc un juriste en termes de droit international, clairement, et d'ailleurs au sein des Nations Unies, c'est essentiellement des juristes qui le pratiquent. Après, il y a un problème, c'est que, comme je disais au début, beaucoup de juristes ont aussi une forme de réticence vis-à-vis de la justice internationale, parce qu'ils ont l'impression que c'est quoi ce truc, quoi. Il y a trop de choses, et puis c'est pas vraiment du droit, il y a plein d'autres choses différentes, etc. Mais juristes en termes de droit international, par rapport aux traités, aux conventions internationales, clairement. Qu'est-ce que font les juristes à Tunis, par exemple ? Est-ce qu'il y a des juristes avec lesquels vous travaillez ? Oui. Leur travail pratique ? Ils font beaucoup de travail par rapport surtout à la réforme de la justice en Tunisie. Puisque, comme je disais, là c'est intéressant aussi, vous avez un héritage, en gros, où vous avez un système judiciaire complètement gangréné,
où pendant des années, les magistrats et les juges et les avocats, etc., étaient, pour beaucoup, pas tous évidemment, mais beaucoup étaient aux ordres de Ben Ali, et ben, la réforme du système judiciaire sera énorme à faire. Et donc, il donne beaucoup de conseils par rapport à les réformes. Réforme aussi du code de procédure pénale. Ça, je sais parce que mon bureau travaille dessus. Du conseil, de l'expertise sur comment réformer ce code, puisqu'il y a plusieurs articles, par exemple, qui autorisent les arrestations pour diffamation ou pour atteinte à la sûreté de l'État. Des termes assez vagues qui permettent, vous entendez aujourd'hui, tous les procès qui ont lieu contre des blogueurs ou des rappeurs en Tunisie aujourd'hui, à cause de ces failles dans le droit. Donc, ils vont donner une sorte d'expertise. On peut citer l'exemple de ce rappeur qui, il y a quelques jours, a été condamné à une peine de prison, alors même qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience pénale où il a été condamné. Donc là, on voit véritablement qu'il y a une faille dans le système procédural qui s'est trouvée révélée par quelque chose qui nous choque énormément. Oui. Et ça se multiplie, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. Dans le projet de constitution, il y a aussi l'idée d'inclure l'idée d'une atteinte au sacré, qui pourrait autoriser encore une fois ce type d'arrestation, puisque la plupart des cas actuels, et on les suit au commissariat, parce qu'on a aussi un rôle, comme je vous ai expliqué, on peut enregistrer les violations des droits de l'homme, et puis après on traite avec le Conseil des droits de l'homme à Genève. Beaucoup de cas, donc, par exemple d'artistes qui ont été attaqués pour diffamation, parce qu'ils ont fait des tableaux qui étaient jugés offensants, ou parce qu'il y avait de la nudité, etc. Et évidemment tous les cas des chanteurs, rappeurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose, une forme d'expertise et de conseil. Voilà. Monsieur. Alors, en fait, moi, j'aurais plutôt une double question à vous poser. Une qui a trait plutôt d'abord aux victimes et l'autre plutôt à l'histoire. Pour les victimes, vous nous avez dit que ce sont des commissions qui déterminent le statut des victimes. Alors, j'aimerais savoir qui compose ces commissions, comment sont-elles créées, sont-elles objectives. Et ensuite, par rapport à l'histoire, vous nous avez expliqué que la justice traditionnelle est en fait quelque chose de symbolique dans le sens qu'on réécrit l'histoire. Mais pourtant, la science de l'histoire a encore quelque chose d'objectif et réécrire l'histoire, c'est un peu vider l'histoire de sa substance en quelque sorte. Voilà. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de choquant? Mais, alors, je reprends la question du coup. Pour l'enregistrement, monsieur demandait par rapport aux victimes, puisque les commissions vérité établissent les listes des victimes, qui les composent, comment elles sont créées, est-ce qu'elles sont objectives? On va arrêter si c'est pas ça. Et la deuxième question, c'était par rapport à la notion de réécrire l'histoire, qui peut paraître choquante, puisque l'histoire est une science objective. Alors, c'est deux très bonnes questions. Par rapport à la première, effectivement, c'est un des enjeux principaux. Qui compose les commissions vérité, qui nomme les membres, etc. C'est un enjeu principal parce qu'effectivement, l'impact, vraiment, pour comprendre, peut-être je reviens sur les commissions vérité, ce qu'elles font à la fin, elles opèrent pendant 4 ans, par exemple, à peu près. Afrique du Sud, c'était 4 ans. Au Maroc, c'était 2 ans, je crois. Elles finissent par un rapport, c'est souvent des pavés. Rapport dit qu'est-ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les causes premières de la violence. Par exemple, le rapport de la commission du Sierra Leone remonte à avant la colonisation pour expliquer les causes profondes du conflit, etc. Après, elles vont dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé tel jour, telle attaque, etc. Et puis à la fin, il y a une liste des victimes, le nom des victimes. Donc effectivement, c'est un pouvoir énorme. La composition des commissions vérité, il y a plusieurs... Il n'y a pas de normes universelles. Il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques dans le secteur un peu onusien. Les bonnes pratiques, donc il y a des sortes de manuels qui disent les bonnes pratiques pour créer des commissions vérité. L'une des bonnes pratiques, c'est évidemment de faire un processus le plus consultatif et ouvert possible dans la nomination des membres. En Afrique du Sud, il y a eu des consultations avec la société civile qui ont duré plus de 6 mois pour que la société civile puisse suggérer des gens du milieu associatif, des juges, des avocats, des figures qui font consensus. Et sur cette base, on a pu nommer. En Tunisie, dans le projet de loi qui est en train d'être examiné, les membres seraient élus par l'Assemblée nationale. Ça peut paraître normal, en même temps ça peut être problématique, ça peut être politisé du coup, parce que le groupe majoritaire à l'Assemblée va forcément placer ses pions. Et donc c'est là que tout se joue, vous avez vraiment raison, c'est là que tout se joue. Et si on n'arrive pas à nommer des gens qui, comme Desmond Tutu par exemple, font consensus, tout le monde l'aime, on peut pas...
C'est difficile dans certains cas. En Tunisie, je ne vois pas très bien qui va pouvoir faire cette figure de Desmond Tutu, quelqu'un que tout le monde trouve légitime. C'est pas évident. C'est ce qui manque d'ailleurs aux transitions, à mon avis, du monde arabe, c'est cette figure d'un Mandela, quoi, de quelqu'un que tout le monde aime ou sur lequel tout le monde peut être d'accord. Et c'est là que tout se joue. Un contre-exemple, pour revenir là-dessus, c'est de non-objectivité, parce que c'est vrai que la justice transitionnelle peut être instrumentalisée ou détournée. C'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, après qu'Ouattara a pris le pouvoir, donc quand il y a eu cette guerre où la France est intervenue pour en gros dégager Laurent Gbagbo, Ouattara donc devient président. Le lendemain, il dit « Je crée une commission vérité pour établir la vérité sur tout ce qui s'est passé depuis 2002 ». Le président, c'est lui. Il a pris Charles Konan Banny, qui est son bras droit, et les membres, c'est lui. Il a tout nommé lui-même par décret. Donc la commission, elle était mort-née, si vous voulez. Elle était mort-née, d'ailleurs, elle n'a pas du tout fonctionné, parce qu'elle n'est pas du tout vue comme légitime. La société civile n'a pas été impliquée, et puis surtout, c'était complètement politisé, parce qu'ils ont juste regardé les crimes commis d'un côté et pas ceux commis de l'autre. Donc évidemment, tout se joue là, et c'est ça le plus difficile. Et en Tunisie, on est en train de batailler, nous, pour qu'il y ait une commission la plus neutre possible. Une des solutions souvent trouvées, quand il n'y a pas de gens qui font consensus, quand il n'y a pas de figure vraiment consensuelle, c'est de prendre des internationaux. Au Sierra Leone, il y avait 3 avocats internationaux qui étaient membres, notamment un Sud-Africain, membre de la commission vérité du Sierra Leone. Au Kenya aussi, il y avait un ancien Sud-Africain, ils sont partout, qui était membre de la commission vérité du Kenya. Parce qu'il y a l'idée que ces gens-là sont en dehors de tout ça, donc ils vont être plus neutres, plus objectifs. Par rapport à la deuxième question sur la réécriture de l'histoire, effectivement, c'est quelque chose qui choque, le terme même. Mais juste, il faut prendre en considération qu'on est dans des sociétés où, comme en Allemagne de l'Est, ou en Pologne, ou en Tunisie aujourd'hui, pendant longtemps, on a enseigné une histoire qui n'était pas l'histoire, où on n'a pas dit la vérité sur ce qui s'était passé. En Tunisie, ce qui s'est passé en 2008, par exemple, dans le bassin minier, qui est vraiment le début de la révolution, personne n'en a parlé en Tunisie. Les médias n'en ont pas parlé une seule fois, donc ça figure nulle part. Donc réécrire l'histoire, ça veut juste dire ça. Ça veut dire il faut le mettre, et puis il faut qu'un jour, on réforme aussi les manuels scolaires pour que ça y figure. Et ça, c'est des choses qui sont très compliquées, le lieu de beaucoup de tensions, et souvent irréalisables. Vous devinez pourquoi. Beaucoup de pouvoir se joue là, la manière dont l'histoire est racontée, dès l'enfance et dès l'école. C'est des lieux de pouvoir énormes. Au Rwanda, par exemple, on n'enseigne toujours pas l'histoire du génocide dans les écoles. Pas parce qu'on veut pas, mais parce qu'on ne trouve pas de récit qui puisse être, sur lequel on puisse se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire tous les Hutus sont des méchants, c'est eux qui ont tout fait, etc. Parce que dans ce cas, il y a quand même encore la moitié de la population qui est Hutu et ça va créer des tensions. Mais en même temps, il faut dire ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment très délicat. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par ça. Pas sûr même. C'est une très bonne question aussi, donc je la répète pour le film. Mademoiselle disait que la justice transitionnelle intervient toujours après, apparemment, puisque c'est transition, donc c'est une fois que les conflits est terminé, une fois que la dictature est tombée. Mais est-ce qu'on ne peut pas la faire intervenir pendant, en prenant l'exemple du Cameroun, qui est donc une dictature. Est-ce qu'on ne pourrait pas, donc, sans attendre la chute de Paul Biya, donc le président, mettre en place des procédures de justice transitionnelle ? Oui, clairement. Mais après, on perd... je vais répondre en 2 fois, si vous voulez. Clairement, oui, et d'ailleurs, ça se fait dans beaucoup de cas. Un exemple, c'est, encore une fois, je prends Israël-Palestine. Il y a beaucoup de chercheurs et d'ONG, etc., et même l'ONU est impliquée, l'UNICEF, je crois, là-dedans,
en disant, bon, les accords de paix, ça ne marche pas en passant par l'élite et par le haut, donc on va essayer de passer par en bas. Et passer par en bas, ça passe d'abord par changer la mentalité. Et changer la mentalité, c'est entre autres promouvoir des formes de réconciliation entre Israéliens et Palestiniens, et ça passe entre autres par l'enseignement de l'histoire et la reconnaissance des violations. Donc là, on retourne dans la justice transitionnelle. Et donc, il y a des chercheurs qui ont fait des projets très intéressants dans les écoles primaires, en mettant des Israéliens et des Palestiniens ensemble et leur apprendre l'histoire d'une manière qui puisse être un petit peu, pas unifiée, parce que c'est pas possible, mais au moins qu'ils se reconnaissent mutuellement, qu'ils soient d'accord d'être désaccords, si vous voulez. Donc il y a des livres d'histoire qui ont été créés où sur chaque page, pour chaque événement, par exemple la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, etc., on voit d'un côté le récit israélien, de l'autre côté la vision palestinienne, et voilà. Mais les deux ne sont pas les mêmes, certains points sont les mêmes, mais des fois non, mais au moins ils cohabitent. Voilà, l'idée c'était, il faut commencer par là et ça va permettre la transition. Donc la justice transitionnelle aura un effet préventif, si vous voulez. Il y a aussi d'autres cas où la justice transitionnelle a lieu alors qu'il n'y a pas de transition. Par exemple, le Maroc. Il y a eu sans transition. Le roi était toujours là, etc. Il y a des cas comme l'Espagne où ça vient 100 ans après et le pays n'est plus en transition. D'accord, à proprement parler. Le pays n'est plus en transition. L'Espagne, c'est déjà une démocratie. Donc, en disant ça, en fait, votre question est très intéressante puisqu'elle remet un petit peu en cause l'idée même de justice transitionnelle. Et à mon avis, on devrait un jour abandonner ce terme et juste parler, je ne sais pas, peut-être de politique du passé ou de traitement. Les Suisses, le gouvernement suisse appelle ça le traitement du passé. Et ce terme est très moche parce que ça fait très bureaucratique. On traite le passé, on met dans un filet, dans un dossier, etc. Mais ça permet un petit peu justement de répondre à votre question et de dire voilà, c'est pas forcément associé à une transition, c'est traiter le passé de manière générale avec l'idée que ça pourra favoriser une forme de changement, que ça pourra consolider une démocratie. En Espagne, beaucoup de gens disent que le traitement du passé actuel a consolidé la démocratie espagnole, que si en France on traitait l'Algérie, ça consolidera la démocratie française, mais c'est pas forcément une transition. Mais dans ce cas, là, je prêche un peu contre mon propre école, parce que du coup, les justices transitionnelles ne renverraient plus à rien. On ferait parler juste de politique de mémoire ou de politique de passé, je sais pas, mais ça serait autre chose. Voilà. D'accord. Donc monsieur demande quand est-ce qu'on sort de la transition, quand est-ce que ça finit, en prenant l'exemple donc, du Japon avec beaucoup de cas encore de révisionnisme, ou de la France avec ses ouvrages d'histoire franco-allemand, alors que la France paraît déjà sortie de cette période. Votre question, en fait, elle rejoint un petit peu celle de Mademoiselle, qui contribue encore une fois à faire éclater cette idée. C'est-à-dire que je pense que c'est jamais fini, à mon avis. C'est très difficile de dire quand est-ce qu'une société... C'est comme je disais tout à l'heure, c'est quoi une société réconciliée ? Comment est-ce qu'on mesure ? Comment est-ce qu'on peut dire ça y est, c'est fini, c'est réconcilié, maintenant vous êtes une démocratie, etc. Je pense que ça ne se mesure pas, et il n'y a pas un moment T où on peut dire ça y est. Et je pense qu'au contraire, c'est un processus infini et permanent. L'Afrique du Sud, elle est loin d'avoir fini sa transition. Là, c'est évident. Même d'un point de vue purement victime, etc., elles sont encore en train de demander la justice, les procès, les réparations, etc. Dans le cas de la France, comme j'ai dit, il a fallu 45 ans pour qu'il y ait une reconnaissance par rapport à Vichy, etc. Donc je pense que votre question va dans le même sens et qui tend à faire éclater un petit peu ce paradigme. Et c'est ce à quoi je suis en train de... C'est pour ça que je ne suis pas encore très claire dessus, parce que je suis en train de réfléchir à ça. Et vous êtes fort parce que vous y avez été tout de suite. Mais par rapport à ce que je suis en train de voir en Tunisie, en fait. De dépasser un peu ce prisme de la transition pour éclater un petit peu, pour élargir un peu le paradigme. Vous vouliez parler Je voulais juste intervenir, non pas comme sachant sur le sujet, parce que je ne prétends pas du tout l'être, mais vous livrer une anecdote. Peut-être certains d'entre vous étaient là il y a, je crois, à peu près 2 ans et demi, lorsque nous avions, dans le cadre de l'Institut d'études judiciaires, organisé une conférence avec mon collègue Jean-Laurent Vonneau et un avocat aujourd'hui devenu écrivain, Pierre Kretz, sur le procès de Bordeaux de 1953. Alors, le procès de Bordeaux de 1953 traite
du massacre d'Oradour-sur-Glane, auquel ont participé 13 Alsaciens. 13 Alsaciens malgré nous. Et dans la salle, il se trouvait, par extraordinaire, mais ceux qui étaient présents ne le savaient pas tous, des enfants de collaborateurs qui avaient été condamnés pour avoir collaboré en Alsace au régime nazi, des enfants d'avocats qui avaient participé au procès de Bordeaux, qui avaient défendu les malgré nous, et aussi des présents malgré nous, donc d'un certain âge, puisqu'ils ont aujourd'hui entre 85 et 90 ans. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que dans cette salle, eh bien, le climat n'était pas du tout apaisé, qu'il y avait encore de la tension, et que le procès d'Oradour-sur-Glane, qui s'est déroulé en 1953 à Bordeaux, n'avait pas effacé les souffrances et n'avait pas satisfait le besoin de la justice. Et ce procès de Bordeaux s'est déroulé dans des conditions tout à fait extraordinaires, puisqu'en réalité, il y a eu 2 procès. Un premier procès où il y avait une loi qui disait « Lorsque des étrangers à l'Allemagne, en l'occurrence des Alsaciens, avaient participé à des massacres sous l'uniforme allemand, ils étaient présumés être coupables de crimes de guerre sans avoir à établir des liens de causalité entre le comportement de ces personnes et les actes criminels. En d'autres termes, une présomption de culpabilité. Lors du premier procès, bien évidemment, ces 13 Alsaciens ont été condamnés à des peines, pour certains d'entre eux, graves, de telle sorte que cela a suscité un mouvement d'émotion considérable, et on a organisé un second procès. Et lors de ce second procès, il y a eu aussi des condamnations d'Alsaciens. Ces condamnations ont suscité un mouvement populaire extrêmement important en Alsace. La plupart des élus alsaciens, maires, députés, ont ont même démissionné de leurs fonctions, et une loi d'amnistie est intervenue. Cette loi d'amnistie a fait disparaître toutes les sanctions à l'égard des Alsaciens. Bien évidemment, ce qui s'est produit est grave, puisque tout le Limousin s'est offusqué. La ville de Tulle, qui avait été décorée je crois, de la croix de résistance en tant que ville résistante, il y a les pendus de Tulle qui sont restés célèbres dans la résistance, a rendu sa Légion d'honneur ou sa croix de la libération. Et depuis cette époque-là, il y a une tension qui subsiste entre le Limousin et l'Alsace, et qui s'est encore récemment manifestée, puisque vous le savez probablement, un procès est en cours parce qu'un des survivants, enfin le survivant du massacre d'Oradour, a écrit un livre où implicitement il accuse les malgré nous d'être des criminels de guerre qui doivent se confondre avec les criminels ordinaires. Je crois que cet épisode est très intéressant parce qu'il montre que parfois, dans certaines circonstances, les procès ordinaires tels qu'on les connaît, avec des accusés, un procureur et des condamnations classiques, entre guillemets, eh bien, ne suffisent pas à apaiser. Et je crois que aujourd'hui, en Alsace, la question des malgré nous continue de faire malaise parce qu'il n'y a pas eu quelque part cette justice transitionnelle. Alors, bien sûr, nous, juristes, on est un tout petit peu perturbés parce que, eh bien, il y a des multiples composantes de ce procès transitionnel dont on n'a pas du tout l'habitude. Mais je crois que quelque part, il faut aussi que nous prenions la mesure de l'insuffisance du procès pénal classique et de se rendre compte, au travers d'exemples en particulier pour l'Alsace, qu'un procès classique ne suffit pas à éteindre les tensions et ne suffit pas à apaiser, à réguler la société. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres réactions ? Monsieur. Totalement partisanes, parce qu'on sait
qui veut intervenir juste à côté. Je pense que c'est en relation avec l'intervention. Allez-y, monsieur. Est-ce que, en fait, il n'y aurait pas un mélange de gens, c'est exactement la même remarque, entre une phase où on jugerait l'histoire et, par contre, une juridiction dans laquelle on juge des hommes? Est-ce que justement le mélange entre juger un homme pour ses actes et juger l'histoire dans son ensemble ne provoque pas justement ce problème de création ou de réécriture d'une histoire qui serait nécessairement partielle? Ah oui. Merci. Je répète, désolé, mais apparemment il faut. Donc je résume un petit peu. C'est toujours lié à cette question de tout à l'heure d'ailleurs, par rapport au fait que la justice traditionnelle vise à retrouver la vérité, à écrire l'histoire. Et donc les deux jeunes hommes disent que c'est un petit peu partisan cette idée. Il y a l'idée d'un absolu dans la notion de vérité et que l'histoire qu'on enseigne est toujours l'histoire des vainqueurs. L'exemple d'Eichmann a été donné. Et vous avez aussi dit, l'autre jeune homme, donc la différence entre juger l'histoire et juger un homme, qui sont deux choses différentes. Là encore, je suis assez d'accord avec vous deux, en fait. C'est déjà, et ça, en tant que juriste, vous allez être forcément d'accord, c'est que c'est pas le but d'un procès d'écrire l'histoire. Les procès de l'ex-Yougoslavie ont été très critiqués pour ça, parce que, justement, comme je vous disais, ils auraient été instrumentalisés dans ce sens-là, et pour écrire une histoire qui était celle où, encore une fois, les Serbes étaient coupables de tout. Et d'ailleurs, les juges, les procureurs au TPY, donc le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, ont fait appel constamment à des historiens qui venaient témoigner, qui venaient expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les Serbes étaient si énervés depuis le temps, etc. Et donc, effectivement, c'est pas du tout le but. Et oui, c'est partisan. Et d'ailleurs, philosophiquement, pour moi, c'est ça aussi qui m'a interpellée quand j'ai découvert ce que c'était que la justice transitionnelle. J'ai vu partout ces mots comme vérité, mémoire, réconciliation, des mots qui sont très forts, qui sont moralement très riches. Donc d'un point de vue philosophie morale aussi, ça m'a interpellée. Et puis l'idée de vérité, c'est quand même quelque chose qui... C'est le cœur de la philosophie et c'est quelque chose qui a été pensé des milliards de fois. Et là, on a des mécanismes qui s'appellent les commissions vérité. Ah bon? Donc on va écrire la vérité comme ça, maintenant, c'est facile, c'est ça. Et évidemment, c'était très, très problématique. Après, deux choses là-dessus. Déjà, il y a plusieurs sens de la vérité. Et c'est ça que je voulais dire à la fin quand je disais qu'il faut être un peu moins ambitieux dans ce qu'on attend. C'est que c'est sûr qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, il y en a plusieurs, il y a plusieurs points de vue et c'est tant mieux, c'est ça qui fait la richesse aussi d'une société. Le but d'une commission vérité, à mon avis, c'est plutôt de réduire le nombre de mensonges acceptés dans l'espace public. C'est un philosophe canadien qui avait, là je paraphrase un petit peu, mais c'est cette idée-là. Plutôt que d'écrire la vérité, c'est de réduire le nombre de mensonges qu'on peut accepter dans l'espace public. Donc par exemple, pour reprendre l'Afrique du Sud, non, elle n'a pas établi la vérité sur l'apartheid, ça c'est sûr, notamment parce qu'elle a totalement évacué l'aspect économique. Elle a raconté l'histoire de l'apartheid comme une histoire de racisme, etc., en oubliant que c'était aussi l'histoire de l'exploitation économique de la masse, en gros. Mais par contre, elle a contribué à empêcher le négationnisme. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a personne en Afrique du Sud aujourd'hui qui peut dire non, ça n'a pas existé l'apartheid, ou même s'il y a encore des gens qui sont des blancs qui sont un peu énervés et tout, dire l'apartheid c'était bien, on aurait dû continuer. Voilà. Donc c'est ça. À minima, ça sert à réduire ce nombre de mensonges qu'on accepte dans une société qui est tolérante et ouverte par définition, donc qui est ouverte à différentes visions du passé. Donc voilà, cette idée-là, c'est une manière de contrer un petit peu ce que vous dites, et enfin c'est cette critique. Et l'autre, c'est que, encore une fois, il y a plusieurs vérités, et que cette vérité dont je parle, à mon sens, il faut la réduire en tout cas à une vérité factuelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher plus loin, juste dire qu'est-ce qui s'est passé, quel jour, quand. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça que les victimes, je pense, ont besoin. Que ça soit reconnu et qu'elles sachent. Par exemple, si votre père a disparu, vous voulez savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, quel jour. Vous ne voulez pas forcément savoir les grandes raisons profondes, métaphysiques, etc. Juste savoir les faits. Et ça, je pense, ce n'est pas forcément quelque chose de contestable. Mais après, effectivement, cette idée de vérité qui est au cœur de la justice transitionnelle, c'est ça qui en fait le lieu de tellement de contestations et qui en fait aussi quelque chose de très sujet aux manipulations politiques. Je reprends la Tunisie, un peu le fil conducteur, mais comme c'est ce sur quoi je travaille. En Tunisie, c'est assez intéressant parce que, et là je parle un peu en off, parce que en Tunisie, les Narda, donc le parti islamiste qui est au pouvoir, quand on lui a vendu la justice transitionnelle, ils ont aimé. C'était bien pour eux. Ils ont dit c'est bien ce truc-là. Pourquoi ? Ça va permettre de mettre en avant notre récit victimaire, nous les islamistes, victimes de Ben Ali, victimes de Bourguiba, etc.
Donc c'est super, on approuve, et donc on va même créer un ministère de la justice transitionnelle. Et donc pour eux, c'était bien. Et ils ont raison, ils ont été victimes, ils ont été persécutés, etc. Mais il n'y a pas que. Et donc le risque, et c'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre nous, c'est qu'on accepte aussi les autres récits victimaires, si vous voulez. Mais vous voyez que du coup, c'est comme on parle de vérité avec un grand V, forcément ça va être le lieu de contestation. Qui domine ça va dominer l'histoire du pays, la mémoire, et du coup va pouvoir créer des légitimités. Qui est victime est forcément légitime, si vous voulez. Être victime, ça crée de la légitimité, et les islamistes l'ont compris en Tunisie et ailleurs aussi, je pense. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Dans quel sens vous voulez dire ? Par rapport à ? Non, je pense pas directement. J'essaie de réfléchir à des exemples. De manière générale, la justice transitionnelle, et je pense que c'est un des problèmes, et il faut lutter contre ça, elle est trop empreinte d'un discours religieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de pardon, de réconciliation, etc., c'est très très religieux. C'est souvent des figures religieuses qui sont membres des commissions. Et le problème, c'est que ça crée des dynamiques d'exclusion. Des gens qui se reconnaissent pas dans ces valeurs-là. Desmond Tutu qui prie, donc c'était vraiment du christianisme en plus, donc c'était assez... qui veulent pas ça, qui veulent pas qu'on les reconnaisse comme victimes au sens religieux. Ça a pu créer du coup des problèmes. Je pense qu'il faut au contraire dépasser un petit peu ce caractère religieux. Après, je sais pas. Comme je disais, je pense que l'un des enjeux, ça va être justement de dépasser, d'arriver à appliquer ce corpus de justice transitionnelle dans un contexte qui n'est pas imprégné de valeurs judéo-chrétiennes de manière générale, si vous voulez. Parce que je pense que c'est empreint de valeurs judéo-chrétiennes. Et dans le cadre donc, de la Tunisie ou de l'Égypte, etc., ça sera intéressant de voir comment ça se met en place. Mais de manière générale, toutes les religions ont cette idée de pardon. C'est dans l'islam. Au Cambodge, c'était très intéressant. Ils ont beaucoup utilisé les valeurs du karma, etc., pour pouvoir justement promouvoir des formes de réconciliation au niveau local, donc en puisant dans les ressources du bouddhisme. Donc c'est toujours présent. C'est toujours présent. L'important, c'est d'adapter au contexte, de ne pas calquer un modèle judéo-chrétien dans un contexte qui ne l'est pas. Voilà. Mais il y avait la demoiselle aussi. Oui, c'est très... Tout à fait. Donc mademoiselle demande si on ne peut pas se concentrer plutôt sur la cohabitation plutôt que la réconciliation. Tout à fait, c'est ce que je dis d'ailleurs tout au long de l'ouvrage. Hein. Je critique cette idée de réconciliation en disant que c'est pas une idée libérale d'abord, libérale au sens du libéralisme politique. Hein. Réconciliation de tout le monde avec tout le monde, c'est pas forcément souhaitable non plus. Je ne sais pas si on a envie de vivre dans une société où tout le monde est d'accord sur tout, etc. Donc effectivement, et puis c'est quelque chose de très empreint moralement aussi, cette idée-là, qui politiquement, je pense, n'a pas beaucoup de valeur. Et du coup, effectivement, une cohabitation, de coexistence est beaucoup plus pertinente. Et ça revient à cette idée de peut-être revoir les ambitions à la baisse. Parce que dans un contexte comme le Rwanda, encore une fois, je pense que réconciliation, en tout cas pour cette génération et les prochaines à venir, ça n'aura pas grand sens. Mais si au moins on arrive à faire en sorte que les gens vivent ensemble et acceptent d'être en désaccord, si vous voulez, sans se tirer dessus, c'est que déjà qu'on a accompli une forme de démocratie. C'est ça la démocratie aussi. C'est le désaccord, donc on ne peut pas l'éradiquer, je pense. Voilà. C'est une très bonne question. Donc, qui sont les acteurs ? Alors là, il y a... Et leur légitimité, pardon. Alors, il y a beaucoup de... Il y a deux réponses, si vous voulez. Il y a une première réponse qui est celle de beaucoup de sociologues. Ça a été beaucoup fait par de la sociologie critique. Une auteure que j'encourage à lire, c'est Sandrine Lefranc. C'est une des seules autres francophones qui travaille sur la justice transitionnelle, mais qui, elle, est en sociaux. Et donc, elle a bâti, et je l'en parle beaucoup dans l'ouvrage quand je fais la généalogie de la justice transitionnelle, elle a étudié donc justement qui sont les acteurs, elle a fait la généalogie, d'où c'est sorti ce truc, parce que c'est récent. En gros, c'est les années 90, c'est la troisième vague de démocratisation, etc.
et par qui c'est porté. Concrètement, c'est porté essentiellement par, aujourd'hui, les Nations Unies, mais par aussi beaucoup d'ONG internationales. Il y a un centre qui est basé à New York, mais qui a des bureaux dans le monde entier, qui s'appelle ICTJ, International Center for Transitional Justice. Vous pouvez regarder sur Internet, vous faites ICTJ, qui est le fer de lance de ça. Et donc elle a été regardée, cette Sandrine Lefranc, d'où ils viennent ces gens-là, parce que c'est eux vraiment les porteurs principaux. Ils sont financés par Ford, par Open Society, par toutes ces grandes fondations américaines notamment. Ils sont financés aussi par l'ONU. Il y a aussi beaucoup d'autres organisations internationales qui promeuvent la justice transitionnelle. Il n'y a pas que, mais c'est vraiment un petit peu les premiers. Et donc ces sociologues critiques se sont servis de ça pour dire la justice transitionnelle, en fait, c'est une sorte de manière qu'a trouvé le milieu des droits de l'homme pour se recycler après la fin de la guerre froide, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire d'autre, vu que voilà, il n'y avait plus d'ennemis communistes. Donc ils sont recyclés un petit peu là-dedans, etc. Donc elle vide un peu de sa substance la justice transitionnelle en disant que en fait, c'est porté par des acteurs qui sont essentiellement financés par des Américains et qui ont des intérêts politiques partisans, démocratisés, importer la démocratie. Et donc elle démonte un petit peu ça comme ça. Je trouve que son approche elle est très intéressante et elle est très riche et il faut la savoir, il faut se méfier un petit peu. Je vous ai dit tout à l'heure, ce côté boîte à outils que j'ai observé directement en Tunisie, c'est tiens, vas-y, fais ça, etc. En même temps, il y a un autre point de vue qui est qu'au contraire, la justice transitionnelle, elle est née où ? Elle est née en Argentine, concrètement. La première commission vérité, c'est l'Argentine et elle l'a fait toute seule. Elle n'a pas demandé l'aide des Nations Unies, c'était avant la fin de la guerre froide. Et c'était son propre processus. Et après, il y a eu quelque chose de très intéressant qui est une sorte d'exportation du savoir, mais qui fonctionne essentiellement dans les pays du Sud. Donc là, les États-Unis n'ont rien eu à voir. C'est que les Argentins ont été voir les Chiliens. Ils ont dit aux Chiliens, faites ça, regardez, nous on a fait, ça marchait pas mal, une commission vérité, etc. Les Chiliens, du coup, ils ont dit, tiens, c'est vrai, c'est pas mal. Et du coup, après, les Chiliens ont été en Afrique du Sud, 94. Et c'est les Chiliens qui ont dit aux Sud-Africains, vous savez, vous devriez peut-être essayer de faire ça, une commission vérité, des sortes de mesures alternatives, réparation, etc., plutôt que des procès ou que rien faire du tout. Et les Sud-Africains, maintenant, c'est les rois de la justice transitionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont partout. Ils ont été, et Desmond Tutu, c'est un des premiers, en Côte d'Ivoire, le lendemain de la chute de Ouattara, ils étaient là pour dire, regardez, en Afrique du Sud, on a fait ça. En Tunisie, il y a 1000 colloques. Ils ont envoyé plein de Tunisiens en Afrique du Sud pour apprendre comment on fait les Sud-Africains. Et donc, il y a un transfert de savoir qui est passionnant d'un point de vue sociologie internationale, des relations internationales, mais qui, on peut aussi dire, se fait essentiellement au niveau sud-sud. Troisième type de réponse, en fait j'en ai trois, c'est un point de vue plus philosophique, si vous voulez, ou plus normatif, qui est peut-être que c'est porté par des acteurs qui ont des intérêts démocratisés, etc. Peut-être c'est les méchants américains ou les impérialistes qui sont derrière tout ça, il y a un complot sioniste ou je ne sais pas. Mais de fait, je pense, et je l'observe tous les jours, moi, concrètement, parce qu'on travaille avec des victimes tous les jours, si vous voulez, je pense que ça correspond à ce qu'on appelle des universaux aussi. Le besoin de savoir, le besoin de justice, le besoin de réparer. Et je pense et j'espère que c'est des normes universelles et que par-delà ces intérêts derrière, il y a quelque chose qui est là. Le besoin de reconnaître aussi, de raconter, de reconnaître ce qui s'est passé. En Tunisie, c'est incroyable. Les victimes de la dictature, elles veulent parler, mais c'est vraiment, dès qu'on leur donne un micro, elles ne s'arrêtent plus. En fait, quand on fait des conférences, c'est carrément impossible, quoi. C'est qu'elles parlent. Il y a une telle libération de la parole. Et voilà. Et ça, je pense que c'est des choses qui peut-être sont des besoins ou qu'il ne faut pas imposer. Peut-être qu'il y a des sociétés où non, on ne veut pas parler. Mais je pense qu'il y a aussi des normes universelles derrière. Voilà. Oui, clairement. Après, il n'y a pas eu beaucoup de cas où c'était imposé dans ce sens-là avant un conflit. J'ai plutôt parlé de... Je vais juste faire... Ça va vous répondre et ça va répondre à mademoiselle en même temps aussi. Il faut bien distinguer, il y a plusieurs possibilités pour la justice transitionnelle. Je suis désolée, je n'en ai pas parlé avant, mais ça peut être soit des mesures de l'État, donc ça vient d'en haut, top-down en anglais, c'est imposé d'en haut, l'État va piloter tout. Soit il y a aussi des possibilités qui sont très riches, que ça vient bottom-up. C'est la société civile qui fait ça toute seule. Et ça contredit un petit peu les arguments des méchants qui importent, etc. Et il y a beaucoup de cas. Un cas intéressant que j'étudie dans le livre, c'est la Russie. En Russie, l'État n'a rien fait pour établir la vérité sur le goulag. Même pire, ils ont dit c'était bien le goulag, où Staline est un héros, etc.
Et du coup, pareil, on a des fausses communes, on a des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé pour leur grand-père, leur père, etc. Et du coup, c'est la société civile toute seule, principalement cette ONG qui s'appelle Mémorial, que vous connaissez peut-être parce qu'on en parle beaucoup, qui toute seule s'est dit, bon, bah, l'État ne le fait pas, donc nous, on va le faire. Et donc, nous, ils ont été ouvrir des fausses communes avec l'argent du coin. C'est tellement grand, la Russie, qu'ils ont pu le faire avec l'argent du canton ou du village, etc. Ils ont construit des monuments eux-mêmes avec l'argent de l'artiste du coin, etc. Donc il y a des processus qui se font vraiment tout seuls et qui ne sont pas du coup forcément imposés. Et c'est pour ça que je pense que ça conforte l'idée de quelque chose d'universel, si vous voulez, et que qui peut venir aussi juste d'en bas. Au Guatemala aussi, il y a une commission vérité qui a été faite juste par l'Église, toute seule. L'Église est très présente là-bas, et donc c'est des évêques et tout qui ont fait leur travail de recherche de vérité tout seuls, et qui ont fait un travail énorme, qui ont documenté toutes les violations comme ça. Et donc ça s'est fait sans imposition aucune. Voilà. Alors, c'est plus que ça. Il fallait avouer, dire tout ce qui s'était passé, ne pas mentir, parce qu'après, ils allaient vérifier quand même. Et il fallait aussi, dans le cas sud-africain, qu'il y ait une motivation politique au crime. C'est-à-dire que si c'était un crime qui n'était pas motivé politiquement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas justifier le fait qu'il obéissait à la politique plus générale de l'apartheid, etc., il n'était pas amnistié. D'accord ? Donc, il fallait prouver la motivation politique et effectivement dire la vérité. Et il y avait une clause d'honnêteté qui était très difficile à prouver. Ouais, il faut dire la vérité en toute honnêteté. Donc ça, c'était un petit peu ambigu. Encore une fois, attention, ce type de mécanisme, type sud-africain, ça ne serait pas accepté internationalement aujourd'hui. Vraiment. La Tunisie essaye de faire un truc un peu dans le genre en ce moment. Ils essayent de faire, pas de l'amnistie, mais de la clémence. Clémence conditionnelle, si vous voulez. Donc ils essaient un peu de contourner le truc. C'est-à-dire que les responsables qui disent la vérité et qui coopèrent avec la commission, et si la victime est d'accord aussi, peuvent avoir ce qu'on appelle une sentence de réconciliation. C'est-à-dire la commission vérité rendrait un petit verdict favorable, elle le transmet au tribunal administratif qui doit prendre en compte ça dans son verdict à lui. Et donc c'est une invitation à ce qu'il diminue la peine pour les gens qui ont coopéré. Donc c'est pas une amnistie, c'est une clémence, voilà, mais conditionnée, avec l'idée que ce qui compte c'est d'avoir la vérité en premier. Qui a été appliqué essentiellement en Afrique du Sud. Dans d'autres pays, comme je disais, il y a le cas de la Tunisie. Non, je pense que vraiment il n'y a eu que l'Afrique du Sud qui a un peu été le fer de lance de ça. Puisque après ça a été critiqué, et encore une fois, je pense que c'est pas un modèle du tout l'Afrique du Sud dans ce sens-là, puisque comme je disais, les victimes très vite ont dit non, en fait, je veux des procès, et elles pouvaient pas. Et donc elles se sont regroupées en associations qui sont encore très actives aujourd'hui pour demander qu'on réouvre ces procès et qu'on annule le principe des amnisties. Alors, oui. Donc, mademoiselle demande si les procès, vu que les procès sont quasi impossibles quand il y a des milliers de responsables et que les commissions vérité posent aussi beaucoup de problèmes, en gros, qu'est-ce qui nous reste ? Déjà, les procès ne sont pas impossibles de manière générale. Moi, j'arguerais en faveur d'une forme de division du travail, je pense. Déjà, dans le droit international sur la justice traditionnelle, il est dit qu'il faut tout. Il faut les 4 piliers que j'ai dit. C'est pas l'un ou l'autre. Donc, d'un point de vue théorique et normatif dans la pratique de l'ONU, quand on dit justice traditionnelle, c'est qu'il y aura à la fois des procès, à la fois une commission vérité, à la fois des réparations pour les victimes et des réformes de l'administration, d'assainissement, etc. Les 4 doivent aller tous ensemble. C'est pas l'un ou l'autre. Donc, idéalement, ce serait des procès où on juge certains, les plus hauts dignitaires, les plus hauts responsables. Les gens intermédiaires, entre guillemets, auront plus accès à cette commission vérité.
qui n'est pas... Je me suis même fait mal comprendre si j'ai dit que c'était forcément nul une commission vérité. J'ai dit, pour revenir un petit peu sur les questions des messieurs tout à l'heure, qu'il ne faut pas penser que ça va établir la vérité sur le passé et récréer la mémoire du pays. C'est tout. C'est qu'il faut avoir une vision moins ambitieuse. La commission vérité sud-africaine, si je l'ai critiquée dans le sens où elle a pu conduire à des formes d'imposition du pardon, etc., elle a aussi beaucoup d'apports positifs, comme j'ai dit, empêcher le négationnisme, mais aussi tout simplement, et même si ce n'est pas quelque chose qui se mesure à long terme, pour une fois, on entendait ces voix. C'était juste donner la parole, et déjà, c'est un objectif déjà accompli, et comme ça, on recrée une sphère publique. On recrée une sphère publique en partant de ça, si vous voulez. C'est des mécanismes d'inclusion. Donc juste si on a cette conception moins ambitieuse, je pense que commission vérité, c'est quelque chose d'essentiel, mais ça ne doit pas être un truc pour couvrir l'amnistie, si vous voulez. Il ne faut pas s'en servir pour contourner la justice. Donc idéalement, ce serait vraiment les cas. Je trouve que l'exemple du Sierra Leone ou du Timor, c'est peut-être 2 cas de réussite. Ou 2 cas où en tout cas il y a eu de tout et ça a plutôt globalement bien fonctionné. Alors vous allez me dire, ouais, dans les 2 pays, c'était quand même l'ONU qui était largement impliquée. C'est vrai. Mais il y a une grande implication nationale déjà dans les 2. Et c'est des cas où il y a eu de tout. Il y a eu à la fois des procès pour les plus gros responsables, procès internationaux. Il y a eu des procès nationaux pour les acteurs moyens. Il y a eu des procédures traditionnelles de réconciliation. Il y a eu une commission vérité. Les victimes ont eu des réparations. Enfin, il y a vraiment eu une sorte de panel assez complet. Voilà. Je crois qu'on arrive au terme de cette conférence absolument passionnante. Et passionnante non pas simplement pour faire plaisir à Cora Andrieux, mais aussi passionnante parce que cela l'a été, et que c'était une vérité réelle. Et des très bonnes questions qui m'ont... Donc, très bonnes questions. Je vous rappelle que notre prochaine rencontre va s'inscrire dans le fil de beaucoup de réflexions que nous avons eues ce soir, puisque lundi soir, nous aurons une projection du film Hannah Arendt, réalisé par Margaret von Trotta, et que le cœur de ce film, eh bien, c'est le procès à Eichmann et le récit qu'en fait Hannah Arendt, et la critique aussi qu'en fait Hannah Arendt, et le combat qu'elle livre à propos de ce procès. Je vous donne donc rendez-vous au cinéma l'Odyssée lundi prochain à 18h30. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes révisions pour ceux qui suivent la préparation intensive à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Merci encore, Cora. Merci à vous. Si vous voulez, le livre est là. Merci.